Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Interséance, un podcast aussi lucratif qu'a pu être le salaire d'un des réalisateurs dont on parle ce mois-ci. Rassurez-vous, ce programme est toujours concocté avec amour car la Dream Team est complète d'Interséance est présente aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour Tanguy. Salut. Salut. On se partage un micro, ça je disparais. Bonjour Olivier. Chambre. Bonjour. Bonjour Léa. Allez, Ça va, t'es bien posé dans ton petit là faut canapé. comprendre la situation. Actuellement, je suis allongé en train de faire le podcast. Il est dans son transat. hein. Là, je me dis, mais j'ai réussi ma vie à ce Il arrive à être allongé, à être un peu je m'en foutiste, Ouais. tout en étant l'homme le plus investi de ce podcast. Exactement. C'est incroyable. Pour ce nouvel épisode, il est question de beaucoup de choses. On y parle de dérive humaine avec une histoire satirique future, mais on va déjà commencer par une histoire passée, une fresque dite monumentale avec The Brutalist. Allez, on rentre direct dans le sujet. Bande annonce. Pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Laszlo. Non, ne saute pas, Laszlo. Pays de tous les deux. Alors, The Brutalist, réalisé par Brady Corbett, est un film qui, je crois, a marqué la période à laquelle il est sorti et a gagné 3 statuettes lors de la dernière cérémonie des Oscars. Un film suivi par bon nombre de petites sorties médiatiques récentes, tant autour des déclarations de son réalisateur sur le cinéma indépendant aux États-Unis que sur l'utilisation de l'IA dans sa production. Mais pour l'instant, il est question d'en juger le produit fini, celui qu'on a vu au cinéma. On y suit Laszlo Tosz, désolé pour la prononciation, un immigré juif hongrois qui débarque aux États-Unis pour y vivre son propre rêve américain. Architecte de talent, il est repéré par un riche mécène et est missionné de bâtir un gigantesque édifice avec le lourd coût que cela implique. Et oui, messieurs. Dame. Moi, j'ai envie de commencer par Olivier. J'ai envie de t'entendre. Vote J'ai envie de populaire. t'entendre. C'est moi, vote populaire. Tout le monde est d'accord, on commence avec Olivier. Je suis d'accord. Tu veux commencer, Olivier? Certes. Je crois que tu l'as. En plus, le film est assez frais dans tes pensées, puisque tu allais le voir il y a pas longtemps. Genre tout à l'heure. Ce matin. Ouais, c'est ça. Non, ce film est impressionnant, ça c'est sûr. Le fait qu'un gars aussi jeune que Brady Corbett peut faire un film qui ressemble à Paul Thomas Anderson dans le pinacle de sa carrière est magistral. Il n'y a aucun doute qu'il y a un talent monumental derrière ce film, c'est sûr. Mais en dessous de toute cette prouesse artistique, je sens un certain vide. Et je préfère rester succinct par rapport à ça, parce que sinon je vais partir dans une longue réflexion. Car je dois encore chercher la raison pour laquelle j'ai senti ce vide. Tu le trouves faible thématiquement? En fait, en termes de thèmes, on a un énorme collage de thèmes qui sont fascinants. Et Brady Corbett va jongler entre le rêve américain, l'architecture, l'immigration, l'addiction à la drogue, la sexualité, l'abus. Il y a tellement de thèmes qui sont abordés dans ce film que on pourrait se dire impossible de tout faire. Impossible de tout... Même dans un film de 3h30. Même dans un film de 3h30. Et je trouve pourtant qu'il y a une certaine inertie narrative à des moments. Il y a des moments où on a l'impression qu'il y a un certain vide et que ces thèmes ne sont pas explorés jusqu'au bout. Mais néanmoins, Brady Corbett arrive à le faire de manière assez convaincante. Ça, c'est sûr. Mais il y a ce vide qui persiste. On rappelle qu'il a quel âge, Brady Corbett, déjà? 36 ans. 36 ans. 36 ans. Et il a joué dans Spy Kids. Il a joué aussi dans Funny Games version US. Et dans le film Games US. Ouais. Ouais. Et dans Mysterious Skin. Ok. Le meilleur film à voir quand on est enfant. C'est vrai que c'est assez ambitieux de parler d'une telle époque quand on a entre gros guillemets pas tant que ça de vécu quoi. Right. Mais C'est son deuxième film en plus. Ouais. C'est son deuxième film, ouais. Après lequel? Vox Après, Lux exact. avec Nathalie Portman. Et Jude Law, Ok, d'accord. produit par Neon. Qui était un flop.
Qui est un flop. Oui, que la critique et les spectateurs ont détesté. D'accord. Donc ceci est une rédemption assez colossale. On en parlera en plus après sur tout aussi le discours qu'il a eu sur la rémunération dans le cinéma indépendant américain. Oui. La déclaration qu'il a faite dernièrement, mais on en parlera certainement après. Est-ce que Léa, tu veux embrayer sur ton avis? Oui, alors moi, évidemment, je suis allée le voir après toutes les éloges que le film a reçus. Et je dois dire que malgré le fait que j'apprécie son côté monumental et son désir de dresser une fresque sur la vie d'une personne à travers plusieurs périodes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aurais pu beaucoup aimer ce film, mais en fait, c'est plus son ambition qui m'a plu que sa réalisation. Et la raison pour laquelle il y a cette déception chez moi, c'est tout simplement que je n'ai pas été assez émue par le film et donc transportée. J'aurais plusieurs arguments à dresser tout à l'heure, mais je peux en citer quelques-uns comme ça. Déjà, notamment la question du beau et de l'esthétique qui est véhiculée à travers le film, mis à part certaines séquences. Le film ne me paraît pas être une œuvre d'art au sens beau du terme. Et je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder effectivement par la suite parce qu'il y a quand même toute la résonance avec l'architecture et le style d'architecture comme le brutalisme qui est assez clair, limpide, carré et qui, moi, je trouve, se reflète un petit peu dans l'esthétique du film, dans ce côté assez très fonctionnel. Exactement. Je pense qu'il y a une résonance avec ça, oui. Ouais. C'est sur ce point tout à l'heure que je reviendrai plus précisément. Okay, pas de souci. Maxime. Moi, un petit peu comme vous, c'est-à-dire que le film avait tellement fait parler avant, il a tellement été vendu sur ce principe de ça va être un monument du cinéma, ça va être un événement incroyable. C'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand tu vas au cinéma souvent comme nous et qu'on est cinéphile, d'aller essayer de s'embarquer là-dedans parce que tu sais que est-ce que je vais arriver à recevoir un chef-d'œuvre? Moi, c'est une vraie question qui me parcourt dès qu'on me vend trop un film, ça me fait presque peur. Je me dis, est-ce que je suis prêt à recevoir ça? Fout une pression. Ça fout la pression, quoi. Tu te dis, est-ce que je suis prêt à l'entendre? Et à la fin, moi, quand je ressors, déjà, vite fait, c'est aussi un monument dans sa méthode de visionnage. C'est-à-dire que c'est 3h30 avec un entracte. Et un entracte, c'est pas n'importe quoi quand même. Ça arrive quand même assez peu en général. Et là, pour le coup, on l'a vu ensemble. Et ça a été une super expérience de visionnage, j'ai trouvé. On y allait le matin. On l'a regardé ensemble. Pendant l'entracte, on a eu un petit temps pour en discuter, pour parler, pour après se replonger dedans. Du coup, moi, là, quand même, l'expérience a été très agréable sur les 3 heures. J'ai pas le temps a duré le temps qu'il fallait, donc c'était long, mais c'était pas chiant. Je me suis pas ennuyé. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Mais je suis un peu du même avec Léa. J'ai pas ressenti le film dans tout son drame. Il est pas venu m'atteindre dans l'émotion. Je vois dans des plans et je vois dans des thématiques à quel point il a envie d'être grand. Et je pense que peut-être la première partie m'embarque beaucoup et la deuxième, je sais pas où on va. Et j'ai l'impression qu'on s'enfonce vraiment dans une espèce de méandre beaucoup plus dépressif où j'ai l'impression que tout s'écroule et où je m'attendais à ressentir ce grandiose. Et même si quelques plans et la mise en scène m'a permis de l'entrevoir, j'ai pas été submergé par ça. Bon, tant pis, ça reste un très bon film qui va nous permettre d'avoir une discussion passionnante. Tanguy. Moi, du coup, je pense que tout a été dit. C'est pareil, j'ai beaucoup d'attentes, comme vous, parce que le film a été vendu comme quelque chose de grandiose, comme un retour un peu aux sources d'une certaine manière, parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu vraiment de film avec un interlude, un film qui est très long, une grande fresque historique quasiment, avec plein de thèmes différents qui sont abordés. Et finalement, même si j'admets que je ne me suis pas ennuyé pendant le film, j'aime bien la façon de défiler, que le film est très beau, j'apprécie la démarche, et finalement j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de redites de thèmes que j'ai déjà vus. J'ai pas vraiment été emporté comme, en tout cas je m'y attendais, mais encore une fois ce n'est que les attentes personnelles. D'accord. Mais je vois que vous êtes plutôt mitigé en fait en moyenne sur le film. Il n'y a pas vraiment d'engouement de votre part. Je suis peut-être le plus... celui qui est le plus rentré dans le film finalement. Moi qui pensais peut-être être passé à côté de certaines choses, je suis peut-être celui qui est le plus rentré parce que déjà dans un premier temps, un peu comme Léa, moi ça me dérange pas, j'aime plutôt les films qui se passent sur des longues durées comme ça et en fait
aussi le fait que le film soit long, ça m'aide toujours un peu à accepter ce truc où putain, vraiment, il y a du temps qui est passé, on sent le changement entre les décennies, tu vois, ces changements-là sont marqués, et tout ce qui s'ensuit, moi, ça m'aide toujours à accepter le truc, et c'est plutôt quelque chose que j'apprécie et qui marche bien dans ce film. En plus, ouais, c'est la première fois, moi, que j'expérimentais vraiment un film avec une ou un entracte, je sais pas, c'est une ou un, je sais plus, bref, avec une entracte, bref, c'est pas grave, avec un entracte au milieu. C'était vraiment nouveau. Puis à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu pompeux de mettre une entracte? Est-ce que t'es pas en mode... Et en fait, c'est comme non, en fait, moi, je trouve même que c'est d'une certaine manière respectueux. Tu vas voir d'autres formes d'art, comme l'opéra ou le théâtre. Des fois, quand c'est long, il y a un entracte et ça te permet juste de mieux l'apprécier. Donc en fait, là, c'est un film. Pourquoi ça devrait forcément être différent? Et c'est justement là où c'est pompeux, parce qu'il reprend le principe... des entractes qui ont été initiés à l'opéra, même si je crois que ça existait... sur le côté grande tragédie, voilà, tout c'est ça. Même si ça existait dans des films, mais là c'était pour plus changer les pellicules. Et moi, ce que j'ai vu en tant que... Là, je parle vraiment en tant qu'expérience de spectatrice. Déjà, j'y suis allée seule. Et pour les gens qui sont seuls, t'attends 15 minutes, c'est un peu bon... tu vas pisser, tu vas... Oui, quand t'as envie de faire caca, ça va, mais sinon... On va se dire que c'est faux. Qui, eux, discutaient du film et donc ça leur permettait d'avoir un dialogue. Ça, c'était intéressant, mais c'est vrai que 3h35, est-ce que ça nécessite réellement un entracte? Moi, je pense que c'est toujours bienvenu, en fait. Tu me fais pas perdre tant de temps que ça, je veux dire. Je trouve que c'est toujours bienvenu. Parfois, c'est compliqué, tout le monde peut pas forcément se plonger comme ça. Tout le monde peut se plonger comme ça pendant 3h30 dans un film. Donc moi, je pense que si on le prend juste dans le sens de c'est pour rendre service au spectateur, moi je le prends pas spécialement comme une mauvaise chose. Dans les intentions de Brady Corbett, il disait justement qu'il voulait faire un film justement comme l'époque du classicisme des années 50, et il voulait faire dans un style très opéra justement, et on le voit avec où il y a une intro, il y a un épilogue, puis un entracte. Il voulait vraiment inscrire ce film comme si ça l'était de cette époque. Du coup, je me permets, on va embrayer tout de suite un peu sur mon avis, juste pour détailler un petit peu tout ça. Moi, je passe un bon moment globalement devant tout le film, plus que vous, visiblement, mais c'est principalement pendant la première partie du film, donc pré-entracte. Je trouve qu'elle est assez brillante, moi. Je sais pas, quand on met dans les yeux de Laszlo, donc du coup d'un immigré juif hongrois qui arrive aux États-Unis à cette période-là, je trouve que c'est assez brillant parce qu'il y a une présentation thématique qui s'irrigue dans la caractérisation des personnages, qui est, je trouve, faite de manière à la fois claire, limpide et de manière assez intelligente, puisque on va aborder plein de thèmes. On va aborder le thème de l'intégration, ce qui est important quand on parle d'immigration, avec donc le cousin du personnage de Laszlo, donc Attila, qui lui s'intègre complètement, change son nom de famille, tout ça. On va avoir tout ce qui est lié aussi à la perte de pouvoir lorsqu'on change de pays. Donc le mec est quand même architecte, il redevient ouvrier, il doit regravir des échelons. Moi je trouve ça intéressant, et c'est sans pour autant être très souligné. On a la perte de pouvoir, et je trouve que c'est hyper intéressant pour un personnage masculin d'imager ça avec son impuissance sexuelle. Moi j'y vois un truc là-dedans où son impuissance sexuelle, elle parle un petit peu de cette perte de pouvoir, et je trouve que c'est assez intéressant lorsqu'on parle d'une telle situation. Et moi je trouve que de nous mettre dans les yeux de Laszlo à ce moment-là, je trouve que tout le sujet du film est assez bien introduit. Et en fait je trouve que tout ce qui parle de capitalisme, d'aliénation par le capitalisme, je trouve que c'est vraiment là où ça doit être. C'est-à-dire que c'est un peu insidieux, un peu malsain, c'est un peu entre les lignes, un peu à toi de le voir dans les comportements des personnages et tout. Et ensuite, quand on va rentrer dans la deuxième partie, je trouve justement que tout ça va être en fait un peu, pas dévoilé au grand jour, parce que si on se concentre 2-3 minutes sur le film, on le comprend, mais je veux dire, tout va devenir un peu sursouligné, à mon humble avis, où on passe l'entracte et c'est directement, donc la femme de Laszlo le rejoint, et on va directement rentrer dans par exemple, le personnage de Guy Pearce va tout de suite se montrer ultra désagréable. D'un coup, il n'y a pas forcément de transition relativement fluide. D'un coup, on va devenir hyper insupportable. On va lui balancer de l'argent, on va lui demander de ramasser, on va lui faire des insultes sur son accent, on va le violer carrément. Alors, est-ce que j'avais besoin
qu'on le viole pour que je comprenne qu'il y a une question d'oppression. Ah oui, on spoil le fait. Ah oui. Est-ce que j'avais besoin de le voir se faire Est-ce que j'avais besoin de le voir se faire violer pour qu'on comprenne qu'il y avait une question d'oppression et de manipulation? Il y a le on vous tolère. Je me dis peut-être certains d'entre eux auraient été suffisants, pas tous, parce que là j'ai l'impression qu'on me ressouligne tout ce qu'on doit bien comprendre, et je me dis Brady Corbet il a préféré s'être amusé en fait dans sa première partie où il rend toute la chose un peu malsaine, et genre on le sait sans trop le dire, puis ensuite tout ce qui est mauvais on va faire que de le dire. Je trouve ça un peu moins brillant, et surtout en fait on arrive du coup vers une fin un petit peu plus convenue. On a l'impression que certains événements selon moi arrivent pour du coup arriver à une fin relativement convenue. Ouais. Et voilà, Maxime. Ouais. Moi, je sais pas si vraiment il sur-souligne dans la deuxième partie. J'ai plus l'impression qu'il répète déjà ce qu'il a dit dans la première partie. Tu vois, dans le sens où il le répète, mais en le mettant beaucoup plus encore de manière. Il te le dit, quoi. Tu vois, et en soi, pour moi, il le souligne. Pour moi, je veux dire juste que dans la première partie, il élabore, il met en place plein d'éléments, plein de possibilités, plein de récits qui sont super intéressants sur justement l'évolution. Moi, un des points que j'aime le plus dans le film, c'est que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est presque un contre-biopic, au sens où déjà le personnage de Laszlo Toth n'existe pas, et c'est une réinterprétation de ce personnage-là, et le film se présente presque comme un biopic, une success story qu'on va avoir du personnage dans la première. Oui, success story, je sais pas. Success story dans la première partie. Rise and Fall plutôt. En fait, oui, mais tu vois, comme des films biopics qu'on voit en ce moment, quand on délire success story d'un mec qui part de rien et puis qui va réussir à devenir une grande personne, quelqu'un de connu et tout ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je le vois vraiment comme ça, le film. Et moi, je le vois justement comme un contre. Un contre ça, justement. Parce que c'est comme quand on voit les biopics, j'arrive après, c'est comme quand on regarde tous les biopics musicaux qu'on a aujourd'hui qui ont cette structure extrêmement élaborée. On en a vu 15, c'est le deuxième mois de l'année, on en a déjà vu 15. Voilà. Et justement, comment il va aller contre ça, comment justement il tue justement sa success story dans l'œuf. Je trouve ça cool, mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment à quel point dans la première partie, je le ressens à fond, et la deuxième, j'ai l'impression que tout ce qu'il avait promis, il le résout pas vraiment. On va pas nulle part. Tanguy. En fait, je suis d'accord avec toi. Moi, la façon dont je vois les deux parties du film, c'était vraiment une première partie qui est un peu découverte du rêve américain, classique justement, où tout ce qui est entre guillemets critique est sous-jacent. L'histoire avec son cousin, les trucs comme ça, pour pas trop spoil le film si on a déjà commencé. Et la deuxième partie, c'est vraiment ce moment-là où tout son rêve, où tout son début de succès, au moment où sa femme arrive, il y a un peu son passé qui revient, ce qui fait que là, on a vraiment deux parties distinctes. Une partie réussite, une partie chute du film. Moi, j'ai vu ça comme ça, en tout cas. Oui. Donc, comme je disais, toi, tu le vois plus comme un Rise and Fall classique, là où Maxime le voit plutôt contre une success story, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi, dans l'idée où vraiment... Mais en même temps, c'est-à-dire que dès le début du film, ce personnage du méchant, comment il s'appelle, joué par Guy Pearce. Ouais, c'est ça. Le Van Buren. Van Buren, c'est ça, Guy Pearce. On va dire Guy Pearce. Enfin, en fait... T'as la confirmation dans la deuxième partie, mais dès le départ, tu sens que il avait aucune possibilité pour lui de gagner, en fait. Il y a eu jamais, à aucun moment, aucune possibilité pour Adrien Brody de gagner. On ne lui a jamais laissé l'espace pour ça. Et je trouve que là-dessus, c'est pour ça que je dis que c'est une contre-success story. C'est qu'on a vraiment les prémices d'un film. Un truc qui ne peut pas fonctionner finalement. Un truc en fait qui, dans l'âme, ne pouvait pas marcher. Okay, d'accord. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça parle, en effet, du rêve américain, mais les gens qui n'arrivent pas à l'obtenir. En gros, c'est un cauchemar américain. Ouais. C'est ça l'idée, c'est qu'on fait genre que ça va parler du rêve américain, c'est un immigré qui est brillant et qui est sous-estimé au début et qui va trouver quelqu'un qu'on appelle old money, des gens qui ont réussi et qui va lui aider, mais lui donner sa chance, mais également être son ennemi. Et ça, c'est très classique. Et ensuite, ça va faire cette anti-histoire, success story, ce qui est conceptuellement très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que ça réussit à le faire? Alors, certes, il y a du pathos, et Adrien Brody va beaucoup souffrir dans cette histoire. Mais évidemment, dans un film comme celui-là, il y a un sous-texte, il y a un symbolisme qui a pour but de creuser cet échec de ce gars.
et de montrer en quoi cet échec est une histoire qui est assez universelle, ou en tout cas qui va représenter l'histoire de beaucoup de personnes dans ce pays. L'idée, c'est de parler de l'individu pour parler du collectif. Tanguy. Il y a un truc qui illustre très bien ce que tu dis, c'est le tout début du film, où on découvre Laszlo dans le bateau, entouré de gens, sûrement de sa propre communauté, qui sort du bateau. Première chose que tu vois, c'est la statue de la liberté. À l'envers. À l'envers. Exactement. C'est la première fois où t'as la musique qui commence, là, gigantesque, on dirait une musique de Superman, qui lance vraiment l'odyssée de Laszlo. C'est exactement ça. Exactement. Même dans le film, je trouve qu'il se fait petit à petit arracher de sa communauté par rapport justement le fait de vouloir un peu devenir américain. C'est exactement ça. Mais exactement, et ça, c'est comme la croix qui est inversée, qui est un symbole satanique. Oui. Et il y a une croix dans le bâtiment qui construit cet édifice. Et le symbole derrière, je pense, c'est de dire que tu as un pays avec une vague d'immigration colossale. Et en quoi est-ce que cette vague d'immigration va changer le pays et comment est-ce que le pays va changer ses gens? Et cet immeuble qu'il construit est à la fois montre son intégration, mais va montrer également son aliénation. Et son but de préserver son histoire. Donc, spoiler, on découvre que la taille de l'immeuble qu'il construit, c'était la même taille que le camp de concentration dans lequel il était. Et l'esthétique, donc ça c'est son histoire. L'esthétique de l'immeuble est très anti-américain. C'est pas un immeuble, c'est un bâtiment, juste je précise pour les gens qui écoutent. Le brutalisme est une opposition esthétique à tout ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus commun. À l'époque, c'était quand même très audacieux de faire quelque chose comme ça. Et ça s'oppose même à l'esthétique de la forme du film. On disait que la forme et l'édifice avaient une certaine analogie. Je trouve que c'est exactement le contraire. La forme qui est très classique, qui est avec le grain, avec tous les couleurs, les plans qui sont souvent asymétriques et très beaux souvent. Et ensuite, cet immeuble qui ressemble genre à un film de Michael Haneke, tu vois. Genre, c'est vraiment... Je trouve plutôt en résonance, mais j'en reparlerai plus tard. Ouais. Et la dernière chose, c'est qu'il montre dans cet immeuble qu'il a perdu une part de son identité avec la croix. C'est que il y a une raison pour laquelle il dit avant je faisais des synagogues, on le voit dans une synagogue plusieurs fois. Contrairement à Muller/Miller, il ne se convertit pas. Et pourtant, sur ce édifice, il a cette croix. Et donc, tu as ces trois choses qui font en sorte que ça va montrer en quoi est-ce que ce pays l'a changé. Et cet immeuble, par contre, va changer le pays. Et est un symbolisme pour cette nouvelle vague. Et bah tiens, ça me permet de rebondir un peu sur la question que je voulais poser, la question qui parlait de l'adjectif de monumental qu'on accordait souvent en ce film-là. Je voulais vous demander si, selon vous, oui ou non, est-ce que cet adjectif est vraiment pertinent dans le cas du film de The Brutalist? Et toi, Léa, tu avais un point à nous donner sur l'architecture qui peut répondre, par exemple, à cette vision que tu as sur toi, le monumentalisme. Oui, déjà, le réalisateur a vraiment voulu faire de ce film comme une œuvre d'art totale, c'est-à-dire d'imbriquer dans son film plusieurs arts, mais aussi la théorie, notamment avec un discours sur le beau. Plusieurs arts, il y a déjà la musique, mais au-delà de la musique symphonique. Il y a l'architecture. L'opéra, on a aussi, dit tout à l'heure, le théâtre. L'opéra, il y a aussi un peu le théâtre. Et un discours sur l'esthétique en tant qu'enseignement philosophique. Sur le beau, même si c'est pas le discours à l'intérieur du film n'est pas hyper pertinent. Il y a juste une phrase de Laszlo qui se dispute avec je sais plus qui et qui dit qui se dispute avec le comment il s'appelle, Van Buren. C'était avec Guy Pearce dans le bureau au tout début par rapport à... Non, avec le promoteur immobilier, pas le promoteur, tu sais, le mec. Son cousin Attila.
Non, le mec là qui est là pour gérer l'argent. Le deuxième, celui qui s'occupe de superviser les travaux. Ouais, voilà, avec avec le superviseur, Ouais. bon bref. Et en gros, il lui dit, mais en fait, vous ne comprenez pas ce style architectural et cette dimension belle, en fait. Et moi, il y a déjà plusieurs choses. C'est très ambitieux, en fait, de vouloir faire ça. Mais j'ai plusieurs interrogations. Déjà, c'est est-ce que et comment l'architecture, est-ce que c'est un truc que le réalisateur a voulu faire, représenter à travers l'architecture des concepts philosophiques et même d'expériences individuelles, telles que des expériences traumatisantes, parce que comme tu le dis, en fait, à la fin du film, on a ce discours de la nièce qui nous révèle en fait que le bâtiment qui a été construit par Laszlo, en fait, c'est l'imbrication du camp de concentration de Dachau, dans lequel il a été, ou sa femme, ainsi que d'un autre camp. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le beau, nous sommes tous d'accord, j'imagine. Et donc, il y a un truc un peu qui me rend perplexe là-dedans, c'est-à-dire de mélanger comme ça des concepts dans les bâtiments, et donc ça me questionne par rapport au beau dans le film. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de monumental, mais pour moi, en fait, là où, pour revenir sur mon point sur l'œuvre d'art totale, c'est que habituellement, l'œuvre d'art totale est censée représenter la vie, c'est-à-dire la force de la vie. Et d'ailleurs, tout au début du film, il y a un des personnages qui cite Goethe. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien, puisque c'était un défenseur du concept d'œuvre d'art totale, notamment à travers ses opéras. Sauf que là, dans le film, en fait, nous sommes dans une sorte de... Enfin, il y a quelque chose de sous-jacent qui est de l'ordre du traumatisme et de la destruction, plus proche de la mort. Ok, merci. Tanguy? Moi, maintenant que j'ai réfléchi un peu plus, non pas que j'ai pas réfléchi avant, mais c'est vrai que pour revenir sur la conversation qu'il a eue avec l'autre superviseur, je pense que la façon de voir ce bâtiment, surtout par rapport aux camps de concentration, dans le thématique du film, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un peu le fait qu'il veuille s'intégrer à la société américaine, le fait perdre un peu ses racines, et que la façon dont il construit ce bâtiment, c'est un peu son... Comment dire, ses traumatismes cachés, il y a un peu ce truc comme ça, justement. Et d'un point de vue, si on considère comme un artiste, en dehors de la vision du beau, des trucs comme ça, je pense que c'est plus là-dessus que le film essaie de nous emmener. Sur le fait que c'est justement sa perception des horreurs de la guerre, des horreurs qu'ont subi son peuple, qui revient justement du fait qu'il est constamment en train de... Les gens autour de lui, son nouvel environnement, essayent de le faire changer. Oui, mais pourquoi placer le discours du beau là-dedans? C'est ça que je n'ai pas vu. Que je comprends pas, moi. Parce qu'en fait, j'aimerais bien votre avis en fait là-dessus. Une beauté dans le sens où, si je me souviens bien, je fuis tout de suite, t'inquiète Maxime, si je me souviens bien, ce qu'il y avait dans le discours de fin du film, il y avait ce côté où il y avait une lumière d'espoir en permanence, et je pense que le bâtiment, en dehors de juste ressembler à un camp de concentration, il y avait aussi cette idée de laisser passer la lumière pour montrer cette lueur d'espoir. Je pense que c'est plutôt du beau dans le sens symbolique, d'avoir quelque chose qui permet de s'en sortir plus tard, comme beaucoup de gens dans le cas de Laszlo ont réussi à s'en sortir. Après, c'est peut-être moi qui va trop loin, mais je viens d'avoir ça en tête. Non, mais c'est la lecture de chacun, et moi je me retrouve plutôt dans ton argumentation. Maxime? Non, en fait, je n'ai pas vraiment de réponse à la question sur le beau, parce que là, on revient un petit peu, même si la réponse est un peu donnée à la fin, dans le discours qu'on a à la fin, quand on est à Venise, et que tu as justement la nièce, la petite nièce, je sais plus, de Laszlo. La nièce. Exact, qui donne stricto sensu la définition du brutalisme et puis de la question du beau à la fin. Mais justement, je m'étais dit en voyant le film que c'était bizarre comment c'était amené, parce que c'était vraiment explication verbale, classique, comme ça, de en quoi est-ce que c'est beau, en quoi est-ce que justement on doit représenter le beau après la Shoah, après la terreur, comment est-ce qu'on se rebâtit, justement, sans jamais vouloir valoriser, sans jamais vouloir embellifier, en étant purement fonctionnel et abrupt.
Donc c'est une vision de la vie aussi qui arrive justement là-dedans. Et comme tu disais aussi, Olivier, c'est une vision aussi d'un nouvel héritage qui va se développer en Amérique aussi. C'est comment est-ce qu'après l'Amérique a pu investir de tout l'héritage migratoire qu'il a pu avoir suite à la Shoah, suite à toute cette immigration qui est arrivée, et puis comment l'Amérique va à la fois les utiliser, mais aussi s'en enrichir. Donc à travers la représentation et la démarche du brutalisme de Laszlo, il y a une vraie démarche presque aussi politique, il y a une vraie démarche justement de comment on agit après ça. Mais cette démarche-là, ça représente tout le mouvement aussi brutaliste qu'il y a eu après. Donc là, on parle vraiment de l'histoire de l'art, des mouvements artistiques, et c'est peut-être en ça que le film est monumental. Olivier, pour finir sur l'architecture et le monumentalisme. Alors, pour le brutalisme, il y a une vraie anti-beauté dans cette architecture. Il y a un rejet de l'esthétique pour faire quelque chose qui est entièrement fonctionnel. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ce soit dans ce film et que ce soit un survivant de la Shoah qui l'a fait. Pour moi, ce rejet du beauté, c'est presque un rejet d'humanité. Ouais. Comme si l'humain était capable de choses tellement atroces, psychopathiques et destructeurs qu'il faut presque effacer le beau dans l'architecture pour effacer l'humain et de devenir quelque chose de presque robotique et anti-naturel, purement fonctionnel, parce que les défauts de l'humain font en sorte que ça lui pose un danger extrême. Et c'est ça qu'il va introduire dans ce film. Et ainsi, parler de quelque chose comme ça, parler de sujets qui sont aussi larges, l'histoire, l'art, l'humain, le mal, toutes ces choses font en sorte que forcément c'est monumental, notamment quand tu vas le tourner sur un négatif de 65 mm. C'est vrai, et avec des acteurs... Pas du 65 mm. Mais c'est pas du 65 mm. Non, c'est du VistaVision, c'est du 35, mais j'en parle juste après. No way. Si. Mais c'est pas grave. Ou alors peut-être qu'ils ont parfois tourné en 65 pendant le film, mais majoritairement c'est du VistaVision. Oh, ok. Mais ça reste assez grand. Mais de toute façon, on en parle juste après. Ok. Autant pour moi. Et du coup, on parlait d'humain, tu m'offres une belle transition, parce que Maxime, tu voulais me parler du côté monumental via l'IA, toi. En fait, via l'IA, c'est très bien qu'on en arrive à ce point-là, parce qu'en fait, il y a aussi un parallèle qu'on peut faire, que je réalise en même temps que je vous écoute, c'est le parallèle qu'il y a entre Laszlo Toth qui va réaliser cette grande œuvre architecturale et en effet, le réalisateur Brady Corbett qui va réaliser ce film. Il y a un vrai parallèle énorme entre les deux, parce que quand même, il faut pour comprendre le film, je pense qu'il est intéressant de comprendre comment Brady Corbett a créé ce film. Il a mis plus de 7 ans avant de se faire. Le film a mis 7 ans à se créer. Tout ça pour un budget ridicule de 10 millions de dollars. Je donne un petit peu de contexte et vous allez voir où je vais arriver. Le film a coûté 10 millions. Oui, ce n'est rien du tout. Ce n'est absolument rien. Il dure 3h40. Il y a et beaucoup d'acteurs très connus. Le film n'a rien coûté. Il a mis 7 ans à être fait. Donc rien que pour ça, déjà, c'est dans la démarche, dans la création, c'est déjà quelque chose où Brady Corbett voulait revenir à une espèce d'origine du cinéma, et notamment grâce au VistaVision. Et c'est qu'il a vraiment tapé du poing sur la table pour pouvoir tourner son film en VistaVision. Pour petit rappel, du coup, vraiment c'est de la pellicule. À la fin, le film existe physiquement. 27 VistaVision, ça fait 27 bobines de pellicule pour un total, j'avais noté, de 150 kilos. Voilà, le film pèse 150 kilos. Le film est brutal. Le film, c'est du béton, quoi. Enfin, il y a déjà une belle analogie qu'on peut faire entre la création de ce film et puis de Laszlo, de ses bâtiments. Donc, je pense qu'il en sera fier. Et voilà, et ça n'a pas manqué d'être soulevé par tout le monde. Et le film d'ailleurs a gagné beaucoup de prix par rapport à ça. Je pense que ça a participé à sa popularité. Mais il y a eu aussi quelques choses que je voulais soulever par rapport à l'IA, en effet, revenir vite fait dessus. C'est qu'il y a l'IA qui a été utilisée dans le film pour modifier la voix de Adrien Brody pour qu'elle ait un peu plus l'accent hongrois. Il y a aussi l'IA qui a été utilisée à un autre moment pour créer certains dessins de Laszlo dans le film. On en parle beaucoup, ça a fait une petite polémique. En réalité, déjà, Brady Corbett, ça l'explique parce que le film a coûté que 10 millions, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et en réalité ça leur faisait gagner quand même beaucoup de temps à devoir utiliser l'IA, que ça a été utilisé par des studios ukrainiens d'ailleurs qui ont justement beaucoup travaillé sur l'accent, que ce soit en accord avec les comédiens, et que ça a été fait que ça a permis à plein de gens de travailler, et que ça a permis surtout d'être fait
être le plus proche de l'intention du comédien. Donc ça a éveillé pas mal de questions. Brady Corbett ne s'en indigne pas trop parce que pour lui, il a réfléchi en termes de soucis de production et en termes d'outils, et c'était vraiment le meilleur outil qui se proposait à lui. Donc voilà, c'est aussi une question qui arrive, qui, je pense, dans quelques années, on en sera habitué. Mais voilà, ce sont des outils maintenant qu'on peut utiliser, des outils qui nous servent à avancer le film et qui peuvent, pour plein de projets, plein d'événements de production, justement, de permettre de correspondre encore plus à l'intention du réalisateur. Donc, ce n'est pas totalement une IA qu'ils ont créé grâce à l'IA qui a pris le contrôle du film, il n'y a pas de création, non. Ce sont des outils qui permettent à un moment d'évolution de la production. Encore une fois, la question, c'est l'outil, et c'est pas forcément l'automatisme qui en découle, quoi. C'est toujours la question morale autour de ça, c'est comment, si on l'utilise comme un outil par des professionnels qui s'y connaissent. Et là, dans le cas que tu es en train de me citer, je pense que le contrat est parfaitement rempli. Je pense aussi, moi, dans ce que j'ai regardé. Mais on voit, du coup, ça nous permet de faire une petite mise à jour et de voir que, tiens, l'utilisation de l'IA aujourd'hui, on voit, The Brutalist en est un exemple, là, on voit en quoi c'est un outil, et ça ne change pas le film, ça ne détruit pas des carrières ou des comédiens, ou ça, on peut l'utiliser et ça sert à quelque chose. Du coup, Tanguy, tu voulais nous dire ? Oui, je suis pas d'accord avec toi, Maxime, sur le fait que ça peut montrer que l'IA, ça peut ouvrir des possibilités pour faciliter des moyens de production, sauf que le fait que Adrien Brody ait gagné un Oscar, j'ai pas de problème avec ça, je suis pas anti-IA, mais j'ai peur que ça ouvre une porte par rapport à comment peuvent être utilisée la voix de certains acteurs pour empêcher certaines personnes d'avoir certains rôles, peut-être. Je repense par exemple à Ferrari où tu n'avais pas un cast italien, du coup on prend des acteurs qui sont connus, on leur change. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que je suis un peu parano, mais c'est vrai que c'est une des questions, tu vois. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tu te rappelles de la bande-annonce avec Sylvester Stallone en IA qui a été vue il y a pas longtemps. Ah oui, parce que non, mais ça, tu vois. Ça, par exemple, c'était une horreur absolue. Finalement, en fait, Adrien Brody, tu dis, on a économisé de l'argent parce que on a pu utiliser cet acteur-là, et en même temps, avoir Adrien Brody dans le casting, ça permet aussi de ramener des gens en salle, tu vois. Parce que Adrien Brody est un des producteurs du film qui a permis à ce que le film se tu vois, c'est pour ça, là, c'est un film indépendant à 10 millions et qui est paré de bonnes intentions, donc il n'y a pas de problème. Mais en réalité, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut poser des questions. Mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est très bien. J'ai même pas fait gaffe en l'écoutant. Je savais pas pour les voix, c'est que très récemment. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mais tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, et puis même sur le jeu d'acteur, en fait, la voix, elle fait partie aussi du jeu d'acteur. Donc si tu gagnes un prix pour ça, alors qu'au fond, en fait, ta voix, elle a été en quelque sorte trafiquée et que ça participe de ton jeu. Mais en fait, il n'y a pas de la triche. Le problème avec cette petite polémique, c'est à quelle échelle, en fait, cette modification de voix et d'accent a été importante dans le jeu global d'Adrien Brody, quoi. S'il est question de petites fins de phrases ou d'accent sur certaines syllabes de certains mots, après l'accent il est présent dans tout le film de A à Z. On sait pas à quel point l'IA elle a vraiment amplifié dans le bon sens du terme le jeu d'Adrien Brody, tu vois. On pourra jamais juger là-dessus. Moi personnellement c'est pas un truc qui me gêne parce qu'il y a tellement d'autres choses qui passent par le corps ou par les expressions que moi personnellement ça me gêne pas, mais la seule zone d'ombre qui est embêtante en fait, c'est à quel point ça l'a aidé pour avoir cette performance. Et aussi la question qu'on peut se poser, c'est surtout est-ce que c'était vraiment nécessaire, tu vois. Il y a tellement de films, je sais pas, où il y a des accents qui doivent être faits qui sont pas parfaits. On a vu ce que Emilia Pérez s'est pris dans la gueule par typiquement. Mais puis même, est-ce qu'il n'existe pas un acteur qui pourrait avoir un accent hongrois naturellement? Oui, la question, donc, est-ce qu'on mais qui, pour le coup, pour venir au point que disait Tanguy, lui ne s'appelle pas Adrien Brody et n'aurait pas ramené autant de personnes en salle. Parce que quand même, les acteurs, ça compte pas aussi. Mais surtout qui a produit le film. Oui, mais mettons de côté le fait qu'il ait produit le film. Ouais, mais s'il produit pas le film, il n'y a pas de film. Du coup, en fait, c'est non, mais pour que mon exemple tienne, faut... Eh ben merci pour ce petit avis du coup sur l'IA. Et vu qu'on parlait d'outils, moi je vais parler pour terminer du VistaVision, parce que quand même je pense que c'est un sujet à citer quand on parle de ce film-là. Historiquement, le VistaVision c'est quand même un format développé par la Paramount dans les années 50, une époque où Hollywood cherchait à rivaliser avec la télévision en proposant des images spectaculaires, et c'est utilisé quand même par des cinéastes comme Alfred Hitchcock, comme dans genre un des plus grands films de l'histoire du cinéma, genre Vertigo. Mais et oui, faut croire. Un truc, tu sais, où en fait il y a des, c'est un type de plan, tu sais, le plan Vertigo. Les Transformers, pardon.
Et donc en fait le choix en fait, de faire du VistaVision, on en parlait aussi à la question où il a beaucoup mis son salaire, il a sacrifié son salaire pour pouvoir tourner en VistaVision, c'est intéressant. Et du coup c'est un choix qui est pas anodin parce que ça s'inscrit quand même dans une tradition cinématographique un peu prestigieuse, quoi, où on veut vraiment être associé à une certaine idée du classicisme hollywoodien et de ses... C'est un peu du snobisme, non ? Non, je pense pas. Non, je pense que ça se tient esthétiquement. Je vais en parler. Ça se tient esthétiquement dans le film. Techniquement, genre, juste pour faire une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est le VistaVision ? C'est comme quand on tourne en 35 mm un film en pellicule en 35 mm, sauf que généralement, on imprime l'image sur la pellicule de manière verticale, c'est-à-dire que la pellicule défile de manière verticale. Mais là, pour le VistaVision, la pellicule va défiler de manière horizontale, ce qui permet en fait une impression, l'image quand elle est imprimée sur la pellicule, elle est plus grande. Donc c'est pour ça qu'il renverse le générique. Il y a un peu de ça, oui. Effectivement, le générique le générique qui passe de gauche à droite, ça peut être une certaine... En fait, il y a plusieurs. J'ai lu que ça pouvait être le train. Ça pouvait être le train de la mort. Dans le Bauhaus aussi, le courant artistique auquel appartient l'architecte, il y a aussi ce côté de renverser les formats géométriques et de les faire défiler dans des sens inverses. Ça permet inverses. d'avoir une image imprimée bien plus grande, mais c'est certainement, oui, pour ça. C'est une des raisons pour laquelle il y a ce générique qui défile horizontalement. Et du coup, ça en résulte quand même une surface d'image environ, on va pas faire les mathématiciens, mais environ 1,5 fois plus grande que le 35 mm classique. Et donc on a une image plus grande, plus détaillée, moins de grains, plus de netteté, qui résonne un peu avec la question du brutalisme, qui est vraiment un truc assez carré, pas tant dans les formes, mais dans ce truc où on est précis, on est fin, on est efficace. Comme le marbre blanc de la carrière c'est les blocs. Ouais, partout. Et en soi, du coup, je trouve que le choix du VistaVision, au-delà de peut-être un petit caprice de je vais faire mon film en VistaVision et m'inscrire dans le grand... Une caméra numérique aurait suffi aussi pour... on serait Comme allé... dans plein de trucs, T'aurais mais dit la même chose. Non, c'est pas toi qui parlais d'Art Total, justement. Ça aussi, ça fait partie d'Art Total, non ? C'est-à-dire Oui. Non, je dis ça honnêtement. Mais oui. Et donc voilà, donc ça rejoint en fait toute la question aussi de ce sentiment de monument et surtout en fait je trouve que le film, là où il s'amuse beaucoup avec le VistaVision, c'est surtout sur les plans larges. Plan large où quand on est sur son chantier au début lorsqu'il redevient ouvrier, quand on est dans la bibliothèque qui retape et tout, on a vraiment la possibilité d'avoir tout ce décor sans déformation. Par exemple, sur une pellicule plus petite ou sur des plus petits capteurs, on aurait été amené à utiliser des objectifs courte focale et qui donc prend un plus grand champ de vision mais qui fait des déformations. Et là, pour le même champ de vision, on n'est pas obligé d'utiliser ces objectifs, ce qui fait qu'on n'a pas de déformation, on a vraiment toute l'information. On peut avoir tout un décor sans déformation sur les côtés, avoir l'impression d'avoir de vraiment une peinture qui peut se lire dans cette image. Mais en de même pellicule. temps, est-ce que quand le fait d'avoir une image un peu déformée, ça rejoint pas quelque part un peu plus la vision humaine que là. Donc en fait, je pourrais te répondre à ton avis, pourquoi je pourrais te répondre techniquement. Pourquoi le réalisateur ce n'est pas le cas. a-t-il eu cette hantise en fait de l'élargissement, enfin, bref. Moi, je pense que c'est plutôt une question de résonance avec le brutalisme, avec le courant du brutalisme. Parce que, techniquement, je pourrais expliquer plein de points pourquoi l'œil humain, justement, il ne vise pas trop à faire ce genre de déformation. L'œil humain, on dit qu'un œil humain, c'est l'équivalent d'un 50 mm. Et donc, techniquement, ce que c'est un 50 mm, c'est la valeur classique, c'est-à-dire que on n'a pas de déformation. L'image est relativement neutre, si vous voulez. Oui, mais en même temps, on voit sur les côtés, c'est ça que je voulais dire aussi. Oui, on voit sur les côtés, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne déforme pas. Dire tout ce qui est sur les côtés est parfaitement, du coup, si on devait tirer des lignes sur l'image, tous les pans de porte, toutes les lignes droites restent droites et ne sont pas déformées. Moi, ce que je trouve que ça rejoint bien l'idée de ce qu'on peut faire du mouvement architectural du brutalisme. Et voilà, c'était un point que je voulais ajouter parce que je trouve que ça a résonné beaucoup avec ça. Et pour finir, avec ce film, on va parler un peu de rêve américain aussi avec Olivier. Alors je vais être concis parce qu'on a déjà un peu abordé le sujet avant, mais une des choses que je peux dire, c'est que ce film est à la fois un film qui est rétro, un film qui est très nostalgique en sens esthétique du terme. On veut faire un film qui ressemble à peu près au film des années 50 avec la VistaVision, mais aussi avec cette longue forme, avec une intermission et tout. Mais
Néanmoins, peut-être paradoxalement, on sent un côté Gen Z, on sent un côté très moderne, précisément dans ce cynisme, ce scepticisme et même ce pessimisme envers le rêve américain. Dans ce film, on ne montre pas le rêve américain de manière très flatteur, on va dire. Il y a même peu de nuances. On peut voir le fait que on montre en quoi les gens ont un peu d'espoir. Mais à part ça, on va rarement montrer en quoi le rêve américain va tenir ses promesses. Et aujourd'hui, j'avais lu ça aujourd'hui, c'est que la génération Z, c'est celle avec le moins d'espoir depuis qu'on a pu... La génération avec le moins d'optimisme. Moins d'optimisme. Et le moins d'espoir en le futur. Moins d'espoir dans le moins futur. Moins optimiste que ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale même. Yeah. Wow. Et ça, c'est une autre conversation entière, on va pas l'avoir maintenant. Mais en tout cas, on sent ça dans ce film énormément. Ok, merci pour du coup vos précieux retours sur ce film qui, je pense, fera date en bien ou en mal, je ne sais pas. Et maintenant l'heure de s'attaquer à une histoire tout aussi importante, mais futuriste, ou peut-être pas si futuriste que ça. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Tu es irremplaçable! Tu es là pour être remplacé! À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Mickey 17 par Bong Joon-ho marque donc le grand retour de son réalisateur, Maxime. Ah oui, bonjour, enchanté. Alors, Bong Joon-ho, que nous n'avons pas revu au cinéma depuis Parasite. On fait un petit point vite fait pour qui est Bong Joon-ho, parce que c'est quand même aujourd'hui un des réalisateurs... le réalisateur coréen le plus connu au monde. Franchement, c'est en partie grâce à lui qu'on a pu avoir justement ce renouveau et cette renommée internationale du cinéma coréen depuis une dizaine d'années. Donc, Corée du Sud. Pardon, oui, c'est tout à fait vrai, la Corée du Sud, parce que connaît... Corée du Nord, c'est pas trop ouf l'exportation de films, et pas que ça d'ailleurs. Mais tout comme l'importation d'ailleurs. Tout comme l'importation, l'exportation de tout ce qui se passe. C'est très vrai. Mais en Corée du Sud, en effet, on a une nouvelle vague de cinéma et de films, et Bong Joon-ho fait partie des figures de proue. Il a été découvert en 2003 avec Memories of Murder. Il a suivi avec The Host, qui a été un énorme succès, puis après avec Mother. Et ce qui est important avec Bong Joon-ho, c'est qu'après il est parti plutôt en Amérique. Il a eu une carrière américaine qu'il a commencé du coup, américano-coréenne, qu'il a commencé avec Snowpiercer, puis avec Okja pour Netflix, puis après il y a eu sa révélation au monde avec le film du coup Parasite, qui était son dernier, qu'il a réalisé il y a maintenant... En 2019. En 2019, c'est ça, du coup il y a plus de 6 ans. Auréolé d'une palme d'or. Relais de 4, d'une palme d'or et de 4 Oscars même. Alors je vais être très clair. Palme d'or et 4 Oscars. Et ça y est, d'ailleurs sachez que c'était un record d'Oscars à l'époque qui a été battu cette année par Sean Baker. Et, un record d'Oscars, c'est-à-dire qu'avant il y avait eu que... Quoi ? Ah, j'ai dit bravo. Allez. Oui, pardon, excuse-moi. C'était un record parce qu'avant c'était Disney qui possédait aussi un film qui avait remporté 4 Oscars. Walter, il y a Disney. Mais comment ça, Thor 4. Il n'y a pas genre Disney. Titanic, il n'en a pas genre gagné 10 Oscars à titre personnel. C'est-à-dire que par exemple. Genre un mec qui gagne 4 Oscars. Exactement, oui, c'est ça. Chaud. Et là, Sean Baker est chaud du coup. Sean Baker est ultra chaud. Bravo à lui. Exactement. 4 Oscars à titre personnel, que pour lui, et du coup là Sean Baker l'a suivi. Et du coup c'est à ce moment-là que Bong Joon-ho a eu une renommée internationale, autant critique que commerciale, parce que Parasite a été un grand succès aussi. Voilà, distribué par Neon aux États-Unis. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube, je vais bientôt parler de Neon. Pardon. Suivez-le vraiment, il est très fort. Merci, voilà. Respire, ça va aller. Et de nous voilà de retour aujourd'hui pour le dernier film du coup de son cycle américain. Ce sera le dernier qui fera de son cycle coproduction américaine, et puis après il va retourner en Corée. Et du coup son dernier film avec Robert Pattinson, c'est bien Mickey 17, adapté du roman de Edward Ashton. Du coup c'est un blasphème quand je dis Mickey 17 ? Parce que je vois que tu dis Mickey 17. Non, en fait, je l'ai dit parce que je me suis senti un petit peu chaud, là, je me suis senti un peu américain, là. Reste donc dans cette énergie. Tout à fait. Oui, bon. Comment on peut caractériser le cinéma de Bong Joon-ho ? Déjà, c'est surtout du cinéma de genre, hein. C'est du thriller, c'est du film d'horreur, c'est du film de monstres, c'est de la comédie burlesque, c'est de la science-fiction dystopique, et surtout, évidemment, c'est un cinéma qui est très, très engagé politiquement. Une part du succès de ce réalisateur, c'est sa capacité à créer des blockbusters grands spectacles et de parler d'anticapitalisme très frontalement. C'est très simple, hein, tous ces films opposent des prolos qui subissent le système à des dirigeants prêts à tout pour conserver leurs privilèges. Mais tous ces films parlent d'écologie, de la souffrance animale, de l'aliénation au travail, de la violence de l'homme globalement. Et Mickey 17 ne fait pas exception. Là, on voit
excusez-moi. Travail et plus violent sur voilà. Violence Mais humaine. tous ces films parlent d'écologie, de la souffrance animale, de l'aliénation au travail, de la violence de l'homme globalement. Voilà. Globalement, la violence que l'homme s'affiche à lui-même. Et du coup, extrêmement politique. Et puis après, je pourrais embrayer sur Mickey 17, mais je vais d'abord vous laisser parler un petit peu de votre relation au film. Bah, tu sais quoi, moi j'ai envie d'avoir ton avis tout de suite sur le film. Allez, ton premier avis. Ah d'accord, du coup tu t'es dit Maxime c'est bon, c'est monologue, il part tout Bien seul sûr. là, comme ça je ne vous écoute Ça plus. change pas trop d'habitude. C'est pas faux ça, j'adore les monologues. Mickey 17, comment dire, je trouve que en termes de blockbuster actuellement, De Belote Buxton. Ouah. La fameuse c'est le ça- pompon. il est dur cette fin de podcast. ce milieu. Ça vient de commencer. C'est vrai, c'est pas grave. C'est vrai. Non, en termes de blockbuster, justement, en termes de cinéma grand spectacle, je trouve que c'est vraiment dans le haut du panier. C'est-à-dire que vraiment, le film, il a des propos, il a plusieurs théories qui sont super intéressantes. Il a un monde qui est intéressant. Il a un rythme comique qui est très marrant. Enfin, en termes de blockbuster et tout, moi, je suis très content. Je bouffe bien devant le film. Je pense que c'est quand même un des moins bons de Bong Joon-ho. Très simplement, je trouve que c'est un de ses moins bons films. Ça reste un bon film, mais c'est vraiment parmi ceux que j'aime le moins. Globalement, parce que le film, je trouve, va... Je vais vous raconter vite mon expérience, c'est-à-dire qu'il y a, au bout de Il est 40 arrivé minutes... en retard à peu près après 25 minutes. Je suis pas vrai, je suis arrivé une seconde avant que le film commence, et c'était très cool. Mais, Je suis même pas venu. mais en fait, il y a, dans le film fait à peu près 2h15, et il y a environ 40, voire 50 minutes d'exposition au début du film, qui dure beaucoup de temps. Et moi, ces 40 minutes, je les adore. Je trouve qu'ils présentent plein de choses. On est au courant de tout. C'est très dynamique. C'est très marrant. On va quelque part. Et c'est juste que je sais très bien qu'il reste que 1 heure au film, du coup, juste après ça. 1h10 à peu près. Pour conclure tous les arcs, pour les développer, pour amener tout ça. Et je trouve que là, à ce moment-là, il n'a pas assez de temps. Il n'a pas assez de temps. Et du coup, il va aller rusher beaucoup d'intrigues, rusher des personnages. Il va pas aller vraiment beaucoup explorer beaucoup de choses. Il va se perdre dans différents propos, qui va arriver à renouer les fils quand même, parce qu'il est plutôt bon à l'écriture, Bong Joon-ho, et apporter une fin à peu près satisfaisante, mais à peu près. Et globalement, du coup, il en ressort un film qui n'a pas vraiment un propos aussi tenu et aussi élaboré qu'il avait eu pour Snowpiercer, qu'il avait eu pour Parasite. Et là, il en sort plus un espèce de micmac de ses différentes inspirations, de ses différents projets avant, mais beaucoup moins tenu sur le propos et sur son implication. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pourrais développer un petit peu plus La longtemps question après, du mais globalement. mashup movie, quoi. Exactement, du mashup movie. Mais on reprend vraiment absolument tout. Léa. Globalement, je suis assez d'accord avec Maxime. C'est pas, selon moi, ce que j'ai éprouvé, c'était que c'était pas le meilleur film du réalisateur. Et que malgré l'ampleur de ses thématiques et la profondeur qu'il aurait pu insérer dans son propos, le scénario et le film manquent quelque chose, ratent quelque chose. Peut-être le réalisateur n'avait-il pas lui-même de but précis, ou alors tout simplement il y a eu un échec de ce côté-là, mais on y reviendra plus tard. Mais je suis un peu déçue et franchement, j'avoue que je me suis un peu ennuyée par moment. Par moment, je voyais... C'est pas la première que j'entends dire ça. Ouais. Ouais, Je comprends. des plans qui sont un peu répétés. Bon, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il y a eu clairement des répétitions visuelles. Mais et puis, surtout que Bong Joon-ho nous a habitués quand même à avoir des films qui soient assez intelligents, assez forts. Et là, j'ai eu la sensation d'être un peu un film destiné pour les adolescents. Enfin, pour moi, d'un point de vue intellectuel, on n'est pas du tout au niveau de ses précédentes œuvres. Tanguy. Et ben je suis pas d'accord avec vous deux, où j'ai vraiment le sentiment que même si ça se voit que ça reste un très bon réalisateur, c'est vraiment le film est en dessous de tout ce que j'ai vu de lui. Alors il n'y a que 2 films que j'ai pas vus. C'est son premier, c'était Barking Dogs. Barking Dogs, Barking. non Pardon. parce que non mais t'inquiète, on est tous en train de se tromper. Barking comme Barking Dogs parking. et Okja, qui lui était beaucoup plus américain. J'ai vu la bande-annonce en devenir et je pense que c'est parce que j'ai pas vu celui-là que j'ai été un peu surpris pour celui-ci. T'as vu Mother ? J'ai vu Mother, oui. Ah, je l'ai pas vu. Je Il l'ai est tout bien chez moi en DVD. Bah, c'est très très bien. D'accord. Je La regarde dernière que j'ai Mother. découvert, c'était The Host. Et en fait, en voyant ce film-là, alors il y a les thèmes de Bong Joon-ho, il y a mais je ne sais pas, j'ai vraiment trouvé que c'était en dessous le propos.
pas très intelligent, très très classique dans la mise en scène. Le coup de, on passe sur un flash forward avec entièrement, le film est quasiment tout le temps en monologue intérieur. J'ai vu ça, je m'ennuyais. C'est l'impression que c'est un film que j'avais très envie d'aimer parce que j'adore ce réalisateur, mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là de voir en fait je sais pas, une production HBO, non pas HBO, Stars, c'est très méchant ce que Disney+. je dis parce que un peu, mais c'est méchant ce que je dis parce que ça se voit que ça reste d'être un très bon réalisateur, mais j'ai trouvé que tout était en dessous par rapport à ses films d'avant. Après, est-ce que c'était parce que j'ai des attentes trop grandes? À voir, on est là pour en discuter. Mais j'ai été plutôt déçu. Après, je pense que c'est celui que je reverrai le moins. C'est un peu même si j'adore Robert Pattinson. C'est un peu la malédiction de ces grands réalisateurs, quoi. C'est qu'en fait, t'as tellement d'attentes après pour leur prochain film que tu te demandes toujours est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'ai vu avant, et c'est un peu un truc qui leur colle à la peau. Après Parasite vois, en plus. Après Parasite, ouais. Mais tu vois, c'est le truc que pareil, je suis d'accord avec toi Maxime, où je me dis en voyant le film, c'est que ça reprend littéralement tous ces autres films niveau thème, absolument, mais vraiment tous. C'est qu'il n'y a pas un angle précis dessus. Et même si je vois l'idée qui est rajoutée avec la mort, que j'ai pas non plus trouvé que c'était très amené, j'ai l'impression que c'est tellement traité d'une façon qui est simpliste. Non pas que des films qui sont un peu plus simplistes sont mauvais, mais c'est que encore une fois, dès que j'ai vu c'était The Host qui a tout un truc sur pareil l'écologie, sur les personnages principaux, que c'est des mecs c'est un gars qui a pas de travail, qui vit dans un truc au bord de la plage, je sais plus, j'ai un titre, excusez-moi. Je trouve que là la façon dont c'est traité, je trouvais ça tellement j'ai trouvé ça décevant en fait. Moi j'ai un peu ce même sentiment que toi, c'est-à-dire que tu vois les thématiques, tu vois qu'elles existent, mais tout se perd dans une espèce de conclusion un peu hollywoodienne, enfin de mise en scène hollywoodienne, où on va justement avoir puis l'étape du méchant, puis confrontation, puis la petite guerre à la fin. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'aspect vraiment grossier aussi pareil. Moi c'est Mark Ruffalo, c'est moi terrible. Je sens vraiment les différentes étapes de la structure de film d'action, de film blockbuster hollywoodienne, qui est complètement prévisible et qui prend le pas sur tous les propos et les intrigues qui vont arriver derrière. Moi j'ai un peu ce sentiment là. Oui, je suis complètement d'accord. C'est marrant parce que je vais encore être à contre-courant, messieurs. T'en as pas marre. T'en as pas marre. Non, je suis loin de dire que le film est un chef-d'œuvre, hein, attention, hein, je ne porte pas du tout ce jugement, mais cependant je crois que je suis encore un peu le plus enthousiaste autour de ce film là. Je suis enthousiaste. Ouais, ok, d'accord, peut-être que je l'ai pas senti parce que moi par exemple dans cette structure reconnaissable du blockbuster, je peux peut-être la ressentir à la fin mais pas tant ça au début, parce que moi je trouve que le film a encore une fois une première scène assez brillante, je trouve. Déjà ce qui est bien, c'est qu'avec, vous voyez cette première scène dans la glace, voilà, dans la glace, exactement. Oui. Moi je trouve encore une fois grâce à Bong Joon-ho, on sait qu'il va y avoir une maîtrise du découpage, une maîtrise de la mise en scène et une certaine maîtrise de l'écriture qui va être quand même bien supérieure à ce qu'on voit d'habitude. Et dans cette première scène, bien qu'elle puisse paraître peut-être un peu légère pour certains, moi je trouve qu'on est dans le bon équilibre de la légèreté qu'aurait dû avoir le film selon moi. C'est-à-dire qu'en une scène, on va avoir compris plein de choses. On va avoir compris le concept en lui-même. On comprend donc que Mickey, ce n'est pas le premier, il doit y en avoir plusieurs. On comprend qu'il est utilisé comme cobaye, donc. On comprend qu'il a eu un ami, mais qui finalement n'est plus vraiment son ami. Il y a des choses comme ça. Et surtout, en fait, malgré que ces informations, elles passent beaucoup par le dialogue, on va pas se mentir, c'est des informations qu'on comprend, mais qui passent quand même pas mal par le dialogue. Il y a toujours les idées de mise en scène, parce qu'il a une idée toute simple. C'est simple, hein, mais tout le monde ne l'aurait pas fait. C'est que Mickey, il est tout au fond. Il est tout au fond d'une putain de grotte dans un canyon. Il est sous la neige et sous la merde complètement avec les autochtones dont on parlera plus tard. Mais voilà. Et tout simplement, il va toujours regarder vers le haut et on va tout ce qui vient du haut, on va toujours s'attacher aux choses superficielles. Lorsqu'on peut le sauver, lorsqu'on peut concrètement le sauver, on peut sauver une vie. Non, on sait que ça peut être remplaçable, on en aura un d'autre, et on préfère s'attacher à un matériel inutile, comme le lance-flamme qui est cité dans cette scène-là. Moi, je trouve qu'en une scène, bien que il y a beaucoup de choses qui passent par le dialogue, je l'entends, il y a quand même de la mise en scène intéressante, et on comprend tout de suite ce qu'en est le concept. C'est simple, mais c'est vraiment pas à la portée de tous, et je trouve que c'est quand même assez notable dans ce film. Et je trouve qu'il y a encore, comme je l'ai dit, la bonne quantité de légèreté qu'aurait dû avoir le film, puisque même après, lorsqu'on comprend, on va encore expliquer un petit peu ce qu'est le concept, donc les différentes missions que Mickey a dû subir. Et il y a cette mission sur laquelle on reste un petit peu longtemps quand même, qui est la mission sur laquelle où il va réparer le vaisseau.
Enfin, il va faire une petite sorte de réparation du vaisseau dans lequel ils sont, puis en fait, il apprend que c'est plutôt pour voir comment jouent les radiations du soleil sur ta peau et combien de temps tu peux survivre et tout. Bref, il comprend là que c'est un cobaye, parce que là, en fait, il y a un petit flashback, ça se passe pas après, c'est avant. Et je trouve que il y a un truc assez sérieux, il y a un truc assez lourd qui, moi, ça prend tout de suite en moi. Moi, je suis tout de suite pris et je suis tout de suite avec ce personnage. Pour moi, ça marche beaucoup. Je suis directement avec lui et je me dis, putain, ça c'est bien. Peut-être que la bande-annonce, en fait, a peut-être été un peu mensongère pour amener des gens, pour dire, ah, les gens, ça va être rigolo, venez. Et en fait, non, ça va être sérieux, ça va être lourd, ça va être important. Et je me dis, super. La bande-annonce était là pour amener des gens, mais aujourd'hui, là, on va voir un vrai film prenant et émouvant. Et je vais juste finir avec mon point, Tanguy, et je reviens juste après. Et sauf qu'après, c'est ça. Le souci du film, c'est qu'on arrive dans un surplus de légèreté et de perte d'importance de tout propos qui peut être amené. Léa. Oui, alors, pour revenir à ce que tu disais, justement, moi, ce qui a fait que je ne puisse pas forcément m'attacher à ce film et lui apporter les qualités que tu lui donnes, c'est que j'ai déjà vu une histoire similaire dans un autre film qui est High Life de Claire Denis, dans lequel Robert Pattinson lui-même joue le rôle d'un personnage qui est un ancien prisonnier envoyé dans l'espace en tant que suicidaire, exactement en fait comme l'est là Robert Pattinson, je sais plus quel est un consommable ou un remplaçable. C'est remplaçable en français. Un remplaçable. J'ai hâte d'avoir la suite de ton avis, mais quand même, si je puis me permettre, c'est souvent la question de beaucoup de films. On a souvent vu la même chose dans plein d'autres films, mais la question c'est comment c'est créé. Est-ce que c'est créé de la même manière chez Claire Denis ? Non mais d'accord, mais là il y a quand même Robert Pattinson, un vaisseau dans l'espace, et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont similaires. Il y a une notion aussi, si je me souviens pour High Life, aussi il sert aussi de cobaye. Mais oui, c'est notamment par rapport, je vais pas vous spoiler High Life, il faut que vous le regardiez, c'est un très beau film. Mais certainement bon. Mais c'est surtout que qui sont envoyés dans l'espace pour servir de cobayes, ce sont précisément des personnes qui sont en marge de la société et qui n'ont pas eu le choix en fait de faire autrement que de servir de cobayes. Et réapprendre à vivre. Et de réapprendre exactement comme l'est là Robert Pattinson. Et il y a d'autres choses aussi similaires, mais c'est un peu plus des détails. Et je pense que ça n'apporte pas trop d'intérêt. Mais il y a la question notamment du motif de la main, parce que dans High Life, il y a exactement ce truc-là aussi, des mains qui se baladent dans le vaisseau et aussi dans l'espace et qui se détachent. Et donc, pour moi, il y a plein de questions qui sont de l'ordre de la science-fiction et qui sont posées dans le film, notamment de l'eugénisme positif ou de l'homme augmenté, en fait, c'est un peu la même chose, que le scénario traite, qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment traités. Justement, peut-être parce que... je voulais rebondir là-dessus après, je suis complètement d'accord pour le coup. L'équipe de production, etc., les financeurs, c'est peut-être pas le réalisateur lui-même d'ailleurs, n'ont pas voulu que le film soit trop philosophique, d'une certaine manière, ou pas pousser la critique trop loin, tu vois. C'est vrai qu'il y a, pareil, par rapport au côté colonisation ou la destinée manifeste, des trucs comme ça, on peut penser par exemple à peut-être Starship Trooper, c'est peut-être un peu loin, mais ceux qui l'ont vu voient de c'est totalement Starship Trooper. C'est énormément de trucs qu'on a déjà vu, ce qui n'est pas un mal, mais le problème, c'est un truc que j'ai l'impression dans beaucoup de films, quand tu veux parler de beaucoup de choses et que tu as un problème de dosage de légèreté, ce qui est pas vrai parce que Bong Joon-ho, son truc, tu vois, tu parlais de l'abondance, Axel, où en fait dans tous ces films, il y a pareil pour The Host, il y a beaucoup d'un côté, même dans Parasite, c'est des sujets qui sont extrêmement durs, mais qui finalement sont traités sur un côté plutôt fun. Ce qui d'ailleurs permet de encore mieux faire ressortir le côté horrible de la chose. Je pense notamment à la scène du dîner là, dans Mickey 17, parce que d'ailleurs, même si j'ai pas trop apprécié, le film a des scènes qui sont absolument géniales. C'est pour ça que ça joue de c'est pas mal parce que ça permet de faire la transition sur le ton du film. Moi, je suis pas sûr que tous ces films soient traités de manière fun. Effectivement, il peut y avoir de la légèreté par-ci par-là, mais on arrive toujours dans ces films, je trouve, et même dans un film ultra sérieux comme A Memories of Murder, même malgré la légèreté, on arrive quand même toujours à sentir le poids des choses. Et là, ça s'annule dans la suite du film. Parfaitement d'accord. Et là, alors, je sais pas, effectivement, peut-être parce que c'est la production américaine et on vise à toucher encore plus de gens après Parasite, on ramène un réalisateur comme celui-ci. Peut-être que c'est ça, et je pense qu'effectivement, à un moment, ça dessert le film, puisque, au bout d'un moment, déjà, moi de base,
bah j'aime pas Mark Ruffalo, mais là de le voir faire des blagues mais insupportable. Oh, instantanées, Seigneur. c'est Mais en plus, il est insupportable, j'en censé ai marre. être une caricature d'Elon Musk et de Trump ou je sais pas quoi, mais Je suis pas sûr, moi. Je pense qu'il est juste caricature Ils ont des d'un. casquettes rouges, il parle comme ça. Tu sais, c'est lui, ils auraient dû lui Oui, mettre un coup ah d'IA oui. sur l'accent. Ouais, Non, ouais. parce que je suis désolé, ça reste. L'idée, c'est pas très subtil comme film, Non, mais c'est on quand est bien même. sûr. Mais en fait, à un moment, je insupportable. me suis simplement posé la question. Est-ce qu'on peut légitimement lui faire le procès de ce procès-là? Parce que en fait, c'est la direction du film. Il a dit, bah, je vais faire un film de la sorte. Ce film va être léger. Ce film va être d'une satire peut-être disproportionnée, mais c'est un peu ce qu'est le film. Alors après, maintenant, comment ça réagit sur nous? Et effectivement, il y a une sensation d'overdose. Il y a un truc où, bah, en fait, peut-être qu'on aurait pu réguler un petit peu plus et peut-être qu'on aurait pu garder la bonne légèreté, celle qu'on avait, selon moi, dans les premières scènes. c'est même pas l'overdose parce que tu vois, il y a des films qui n'ont rien à voir dans le registre. Ça va être des films comme ceux de Ruben Östlund, donc qui sont pas. C'est pas vraiment le même registre, on est d'accord. Mais Plutôt qui, proche, en vrai, mais, maintenant que j'y mais, pense, mais voilà, où ça. c'est beaucoup plus provoquant, ça va beaucoup plus loin, et pourtant ça marche. Là, c'est juste, vraiment, moi je trouve que ce n'est pas bien fait. Je trouve ça Pour simpliste. le coup, il a toujours C'est ça, il- simple, il a et toujours le fait- côté adolescent, quoi. Maxime. Mais il a toujours fait de l'entertainment et vouloir s'adresser à un grand public, et, vrai, Bong Joon-ho, et surtout dans toute sa phase américaine. Pour avoir regardé Okja et Transperce Neige là, il y a, dans la semaine, bah, en fait, le côté burlesque et des personnages qui sont vraiment cartoonesques, bah, il l'a toujours eu. Il l'a toujours vraiment eu. Alors, peut-être un peu moins quand il était dans sa phase The Host Memories of Murder. Faudrait que je les re-regarde. Mais Memories of Murder, il y a du. mais il y a- Il y a de la légèreté. Mais il y a une hein. dimension. Ah oui, Mais son il y a premier des film, mecs qui fait hein, des coups de pied sautés mais en Breaking permanence, Dogs, Breaking Dog, son premier film, enfin je l'ai pas encore vu, j'ai vu des images, j'ai regardé quelques extraits, mais ça m'a l'air quand même vachement aussi burlesque. Burlesque Ah oui, et non, mais cartoonesque. c'est. Disons Donc, que. Et sa force réside dans son équilibre. Barking Dogs, pardon, je crois que c'est une co-réalisation. Enfin, c'est plusieurs réalisations. Mais je veux pas dire de conneries. Moi j'ai vu que c'était son premier film réalisé, je sais pas si c'est une co-réalisation. Tu vois, moi c'était pour Snowpiercer, parce que j'ai pas vu Okja, où effectivement je me rappelais, d'ailleurs quand regardes- j'ai vu la femme de Mark Ruffalo, j'ai directement pensé à l'institutrice que tu as vu récemment, vois, tu vois ce personnage le côté là, c'est rose. ça. Joué D'ailleurs il y a joué le par côté Tilda Willy Wonka un Swinton. peu. Le personnage joué Oui. par Tilda Swinton. Et d'ailleurs, le personnage qu'elle joue aussi dans Okja, pareil, ce sont des personnages qui sont ultra cartoon. Mais j'ai l'impression que en fait le truc c'est qu'ils se prennent plus au sérieux dans tous les Bah, cas. ça- Et ben moi j'ai une théorie. Mm. Je pense, j'ai une théorie, ou disons j'ai une appréciation. Je trouve que déjà, là où on adore tous Parasite, c'est qu'en effet, il y a une part de rigolo dans Parasite, mais il arrive à vraiment beaucoup Ouais. plus être naturaliste, à beaucoup plus la gérer Ouais, dans son ouais. environnement. Mm. Moi, là où j'ai beaucoup plus aimé le Transperce Neige, Snowpiercer, c'est justement parce qu'il va allier des personnages qui sont très cartoonesques, très vrai, parce qu'ils le sont tous, et en même temps, après, il va te mettre une scène qui est d'une cruauté absolue. La scène du wagon, que tu as Oui. de tuerie dans le wagon, Ouais. qui est d'une horreur Mais démente. et c'est ça qui Et est comment est-ce génial. qu'il va aller basculer entre là, je vais être totalement ridicule, cartoon, et en même temps, juste après, je vais te montrer l'horreur dans les yeux. Et il y a vraiment ça dans Okja aussi. Hein. Donc, Mais même, tu vois, il y a- c'est un style. Il y a après, justement ce truc, la déconnexion des élites dans ce cas-là, Ouais, ouais. et avec le vrai peuple, du coup, Ouais. qui est très très sombre, où alors que t'as tous les wagons des gens riches, que je parle de Snowpiercer du coup, qui eux sont très colorés. Là, t'as la même idée, j'ai directement pensé à ça en voyant le film, sauf que tout le monde est à peu près au même niveau. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que d'un peu Non, mais il y de a beaucoup de stupidité, persos, ce qui ouais. fait que Il y a beaucoup de je personnes. sais pas Et trop, regardez, encore par trop exemple- me placer en fait en voyant Mais ce non, film, mais c'est ça qui est dommage. regardez, on Pour a moi. quand même deux films là qui sont similaires sur plein d'aspects. Si on regarde Guy Pearce dans The Brutalist, qui représente à peu près pareil le même ennemi type de Bong Joon-ho, et on va regarder là Tilda Swinton ou alors Mark Ruffalo. Enfin voilà, on voit que c'est à peu près les mêmes personnages dans l'écriture à la base, c'est-à-dire que c'est un patron qui va imposer tout ça, et on voit que bah quand même à la fin ça veut représenter la même chose, mais surtout là le choix vraiment que fait Bong Joon-ho, c'est de l'amener dans son côté totalement absurde, totalement cartoonesque. Et moi l'absurdité peut quelque chose qui peut me toucher et puis m'atteindre aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté absurdité dans le sens camusien, un petit peu le côté mais en fait on est tous fous. Ouais. On est tous complètement fous. Et c'est parfait pour le thème pour le film. hein, Et pour c'est le coup, parfait pour le thème pour le film. Et cet aspect-là qu'il y a dans les films de Bong Joon-ho le rend à la fois, je trouve, assez drôle. Il est vrai caricatural, il faut savoir doser ce qu'on a envie, Ouais. mais en même temps Mais non, appréciable. c'est marrant parce que du coup, je voulais vous poser la question du choix de la forme que fait Bong Joon-ho dans le film. Est-ce que ça sert ou non le propos? Et toi, Maxime, tu es plutôt favorable à ça, quoi? Moi, je suis plutôt favorable. Du coup, il faudrait que faudrait que je vous donne un petit peu ma théorie sur le film, ou disons un petit peu prends le temps. mon analyse par rapport à ça, sans vouloir. Encore, j'ai l'impression de monopoliser le débat à chaque fois. Mais T'inquiète, je coupe après. d'accord, ça marche. Moi, je m'interrogeais du coup sur ce film, sur de quoi il voulait nous parler. C'est la première chose dont j'arrivais, parce qu'en effet, on a parlé de l'aspect mashup. On a l'impression qu'il reprenait beaucoup de thèmes.
La principale fonction de ce film, évidemment, c'est l'imprimante, c'est le remplaçable d'imprimer des gens. Ça nous rappelle, déjà nous re-questionne sur notre rapport à la mort, notre rapport à l'utilité, à la vie, et surtout ça renvoie le personnage de Mickey, de Robert Pattinson, à son aspect le plus utilitariste. Donc c'est ça sa critique qui est très frontale, très honnête par rapport au capitalisme, c'est comment est-ce que l'entreprise et la société va tout le temps te ramener à ton aspect utilitaire. Comment tu es un objet et une ressource qu'on va utiliser et qu'on ne va jamais avoir quelconque émotion ou quelconque sentiment ou ressentiment par rapport à toi. Tu es un total utilitaire, un remplaçable. Donc ça, c'est la première ligne de lecture qu'on a par rapport au film et qui est évidente. Rien que pour ça, déjà, elle est super intéressante. Note d'ailleurs sur ce passage-là, sur la première partie du film, c'est intéressant de voir comment il essaie toujours de déshumaniser ses personnages et comment en même temps il va tout le temps les humaniser. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de démontrer comment ils sont débiles, comment ils font des erreurs, comment ils font l'amour, comment est-ce qu'ils sont incohérents. Et du coup, déjà, ça participe à... Ultra coloré comme personnage. Ultra coloré, exactement, ultra vivant. Donc c'est intéressant aussi. Pardon ? Ambivalent aussi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes... Il joue aussi sur le côté de l'unicité de l'individu et montrer la complexité de la personnalité. Il y avait un gros côté, quand j'ai vu le film, Terry Gilliam et Jean-Pierre Jeunet. Ouais. C'est pas le truc que j'ai pensé, c'est Cité des enfants perdus, par exemple. Mais même Alien 4. Même Alien 4 qui est génial en passant. Qui est trop bien. Faites pas gaffe aux critiques, regardez-le, c'est très fun. Mais du coup, déjà, là, je parle que de la présentation un petit peu du début du film, mais on a déjà la réponse au film. C'est-à-dire que vraiment, on veut faire rentrer des personnages dans des cases en mode ne faites pas l'amour pour l'instant et puis après on va réarmer la planète. C'est marrant, mais et puis comment c'est rigolo, et comment justement à l'inverse les personnages vont aller à l'encontre et vont vivre cette scène d'amour au début. Elle est très belle, je trouve, quand tu as justement l'institution Marc Ruffalo qui dit non, vous n'avez pas baisé maintenant parce que ça brûle des calories, et puis comment derrière justement ils vont aller à l'encontre et ils vont faire l'amour, et il y a quelque chose de beau là-dedans. Et donc ça, c'est la première lecture du film. Mais c'est quoi le centre du personnage de Mickey 17 ? C'est que c'est surtout un personnage qui est traumatisé. C'est un personnage qui, donc dans le spoil absolu, c'est un personnage... Par un souvenir d'enfance. Par un souvenir d'enfance, exactement. La jetée de Chris Marker. Ah non. Oh tiens, ma pauvre. Non, mais qui va... Aucun rapport. Enfin, si, ouais. Mais... un personnage traumatisé parce que il est voilà, il va devoir, voilà, c'est ça. C'est un personnage qui est traumatisé parce que sa mère du coup est morte par sa faute quand il était enfant. C'est donc un personnage qui porte le poids. Il pense que c'est par sa faute. En tout cas, il a le poids de la culpabilité. J'y arrive. Il porte la culpabilité justement du décès de sa mère et il le porte tout le film et dès le départ. Et pour ça, moi, c'est un personnage qui m'est tout de suite très sympathique parce que tu sens dès le départ qu'il s'en veut terriblement et que c'est un personnage qui est tout le long du film en pénitence. Tout le temps, il est en pénitence, au point même d'aller choisir un métier où il va devoir mourir en boucle pour essayer d'expier cette faute primaire. Donc déjà, on a une deuxième lecture qui est amenée par rapport à ce système du film, c'est ce métier, ça va être une réponse aussi à son trauma d'originel. Excellent point d'analyse. Donc par rapport à ça, moi j'étais plutôt déjà satisfait en me disant, ah c'est super intéressant, comment est-ce qu'il a pris comment ce métier-là parle de lui, et du coup... En plus, après, va développer un deuxième personnage. Tu veux dire un truc, Axel ? Non, mais je pense que je vais avoir un petit point, désolé, je voulais pas te couper, un petit point qui va compléter un peu ce que tu veux dire, mais je voulais pas te couper, pardon. Parce que justement, l'intérêt ensuite qui va prendre le film, auquel je ne l'attendais pas et je trouve ça super intéressant, c'est la conscience multiple. C'est la personnalité multiple des personnages. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils se réimpriment de la même façon à chaque fois, il a fait le choix d'écrire des personnages qui vont avoir des personnalités différentes. Donc on va avoir cette thématique de dualité de ces deux personnages-là qui sont les mêmes personnes mais qui sont les opposés. Ils jouent sur les humeurs en fait, en quelque sorte, telles que nous-mêmes on peut l'être dans la vie, c'est-à-dire que... Bien qu'ayant la même personnalité. Exactement. Et d'ailleurs, on remarque dans le cinéma de Bong Joon-ho, la dualité entre deux personnages, ça revient dans tous ses films. Si vous avez vu Snowpiercer, le méchant c'est ça. Vous avez vu Okja, vous verrez c'est ça. Vous avez vu en général sur plein d'autres personnages, même Parasite, voilà. La dualité entre deux personnages opposés qui se ressemblent, c'est au centre de son récit en général. Ici, pourquoi il le fait ? Ici, pourquoi est-ce que c'est amené ? C'est justement... Comme si le personnage de Mickey 18, qui est un Mickey du coup qui est beaucoup plus charismatique, qui s'en bat les couilles, qui est beaucoup plus énervé. Et d'ailleurs, d'où le choix de Robert Pattinson très pertinent. Très pertinent, qui joue super bien, comme d'habitude, on n'est pas étonné, on adore Robert. Et on adore tous Robert. Et justement, quel est et là, on peut reprendre vraiment notre lecture beaucoup plus psychologique sur le personnage.
Pourquoi est-ce qu'il a cette deuxième personnalité qui apparaît? Cette deuxième personnalité qui est carrément, en fait, le résultat du combat intérieur qu'il se mène par rapport à lui. Il se déteste tellement, il veut tellement en mourir, qu'il est justement, à un moment, cette personnalité qui vient se révolter, qui vient justement lui proposer une autre chose et qui va lui dire mais comment tu laisses les gens te parler comme ça, il faut que tu te battes. Et il dit pas ça en mode révolution prolétaire, le communiste. Non, il dit juste ça, non, on te parle mal, je les emmerde. Tu vois, c'est et ça plutôt individuel justement. Exactement. Et qui fait aussi en même temps écho au côté suicidaire où il a ce message intérieur qui se dit finalement j'ai envie de te tuer, qui est projeté par l'autre. Exactement, c'est justement ce qu'il fait là, dès qu'ils se rencontrent au début, les deux Mickey. C'est on va essayer de prendre l'ascendant sur l'autre, on va essayer de te tuer. Donc moi, là où je suis très content quand je regarde le film, où je mange bien, c'est que je me dis, ok, il y a une seconde lecture ultra psychologique qui me fait beaucoup fait penser à The Substance dans l'idée de la double personnalité qui va essayer de s'affronter au milieu. Ouais. Sauf que dans The Substance, c'est c'est vachement mieux traité dans The Substance. Parce que c'est beaucoup plus élaboré. Et mon dernier point d'analyse par rapport à ça et la conclusion du film, ce qui va régler à la fois ce traumatisme qui a séparé sa conscience et en même temps cette objectivation de son corps par son métier, c'est la rencontre avec des aliens. Ces aliens, ce sont quoi? Ce sont des cafards, tout comme lui. Tu l'as dit, la première scène où il arrive, ces aliens, il est en lien, ils sont sous terre. Et en plus, Mickey, tout le long du film, il est souvent traité de cafard. Tu es un insecte, tu n'es rien, tu es un cafard. Et comment justement, après, il va créer un lien avec cette même espèce de cafard. Il a un lien direct avec eux. Il a aussi un lien de par le fait que c'est aussi une conscience divisée. Les aliens, justement, les cafards, ils communiquent entre eux par la pensée. Dès qu'il y en a un qui souffre, tout le monde souffre. Donc ils ont beaucoup plus de liens, et là ça reprend sur Okja et sur The Host, il a beaucoup plus de liens avec cette espèce qu'avec sa propre espèce. D'ailleurs, tu te souviens, il y a un moment, ça n'a pas été trop répandu dans le film, où justement, il l'appelle par Mickey, il lui demande comment tu connais mon nom il lui dit un truc genre t'inquiète pas, tu sais, un truc comme ça. Oui, en fait ça veut dire que il dit secret. C'est secret, voilà. C'est ça, ce qui veut dire que ces animaux-là, en fait, arrivent à être plus humain, être en symbiose, un peu en télépathie avec lui, oui, quoi. C'est ça, en connexion avec lui. J'ai un le côté animal, et c'est pour ça qu'encore une fois, même si c'est pas le meilleur, c'est quand même très très bien, on peut rendre le côté il se fait tester dessus comme un animal en permanence pendant tout le film. Mais c'est un animal. Par des cosmétiques, il se fait. C'est pour ça qu'il a encore plus de lien avec les cafards. Et c'est hyper une très belle scène d'ailleurs, mais je vais pas et c'est hyper intéressant quand on voit la quasi scène de fin qui est un peu mystérieuse, où il revoit Toni Collette alors qu'elle est censée être morte, à côté de l'imprimante infinie là qui réimprime les corps, où on peut légitimement estimer que peut-être que c'est Mickey 17 dans une réimpression dans le corps de Toni Collette, et qui est intéressant sur le discours des chemins multiples, et à quel point on faisait la dichotomie entre le Mickey 17 et le Mickey 18 avec vraiment les chemins de vie différents, les manières de penser différentes, qui peuvent aller jusqu'à l'extrême avec une réimpression dans le corps de Toni Collette. Après, encore une fois, c'est qu'une interprétation comme ça. C'est vrai qu'elle est interprétable. C'est pas sûr que ce soit ça, mais c'est vachement intéressant. Et surtout quand on voit aussi, donc bon, après c'est peut-être le truc en trop, mais c'est intéressant, on comprend encore mieux. Mais aussi, on voit que le personnage de Mark Ruffalo est lui aussi réimprimé. Ouais. Et donc certainement avec la brique de souvenirs de Robert Pattinson, mais c'est quand même c'est une scène assez ambiguë, presque ambiguë, onirique, puisqu'à la fin on les voit quand même détruire cette machine. Il me semble que c'est cette machine qu'on explose. Il dit bien que c'est un cauchemar. Il dit bien que c'est un cauchemar. Bah oui, il dit que ça, oui, c'est quasiment onirique. Mais il dit que ça, mais surtout, je pense que le fait qu'ils disent que c'est un cauchemar, c'est que souvent il y a de fortes chances qu'il ait eu lieu, quoi. Moi, oui, c'est ça. Je m'attendais à que Comlane le connaisse parce qu'il y avait une autre de personnalité où ça n'avait pas été enregistré dans sa mémoire, où il avait vu un truc comme ça arriver. Je pensais que ça allait se partir là-dessus. Mais moi, en fait, Léa, dis-nous. Ton point d'analyse me fait penser au fait que finalement, il y a une importance qui est accordée aussi à la place du collectif, en opposition avec l'individu. C'est-à-dire que si Mickey arrive à dépasser en fait cette boucle infernale dans laquelle il est, ce sort de personnage qui sans cesse revit le même cauchemar en permanence, c'est grave en fait grâce à la cohésion collective qu'il y a eu autour du sauvetage du bébé, et donc c'est ça aussi qui brise en fait le pouvoir
d'un être unique et capital. Voilà. Et donc là, oui, il y a un vrai message politique aussi qui est véhiculé dans l'horizontalité en fait. Exact. Mais je poursuis ce que tu es en train de dire. Qui fait écho, et juste pour finir, à la façon dont fonctionnent ces êtres vivants sur cette planète, qui fonctionnent en horizontalité. Exactement. Et c'est là où vraiment on arrive du coup je poursuis ce que tu as dit, mais tu as dit l'essentiel de ce que je vais ajouter. C'est vraiment où, à la fois, avec la rencontre de cette autre espèce, on a une opposition, du coup, presque politique ou de hiérarchie ou de gestion entre les deux espèces, où d'un côté on va avoir les humains qui sont ultra hiérarchisés avec une ou deux personnes aux commandes et du coup énormément de souffrance et toutes les critiques du capital que a fait Bong Joon-ho depuis le début de sa carrière. Et à l'inverse, on a une autre espèce qui justement où tout le monde est à égalité. Dès que quelqu'un souffre, tout le monde souffre. Dès que quelqu'un doit être protégé, tout le monde le protège, et où tout le monde communique. Du coup, on parle quand même d'une espèce de super pouvoir. Je me mets un petit point là-dessus. Moi en général quand même, moi, je suis pas très fan en général quand tu veux donner de l'empathie à des personnages, à des animaux, et que tu les fais parler. Moi, en général, j'aime pas trop ça. C'est la même critique que j'ai fait pour Avatar 2. Je trouve qu'en général, ça marche pas. Il les fait pas parler, c'est un langage. Ouais, mais je trouve que ça marche. Qui fonctionne avec des sons. Moi, je trouve à chaque fois que c'est trop ça. Il les fait pas parler. C'est le fait de se mettre à niveau par rapport à la communication qui sauve la situation. Je suis assez d'accord avec le côté simpliste de la chose. Je suis d'accord, mais je pense que ça marche dans l'histoire. Je trouve que Bong Joon-ho l'a fait dans Okja et qu'il l'a jamais fait parler. Il a jamais fait parler son personnage d'animal là, et ça marche super bien. Et là, à mon avis, il l'a fait pour accélérer le récit. Et admettons, et en mais plus de ça, ça marche pas. Ça crée un outil scénaristique complètement pété qui résout tout à la fin, ça et qui est bien dommage. Mais c'est le même truc que je reprochais à Avatar 2. Dès que tu fais parler les animaux, moi je dis 90% du temps ça marche pas. Cette fameuse scène dans Avatar 2, est-ce qu'elle est là pour créer une émotion? Je sais pas. Une empathie. Bon, pardon, je voulais pas élaborer trop. Quand le gamin parle à la grande baleine. Restons sur Mickey 17. Je veux pas changer trop de sujet. Je veux juste conclure sur ce que tu disais, Léa, du coup par rapport à ça. C'est qu'en effet, du coup, on a une opposition de structure entre cette espèce alien qui va être beaucoup plus horizontale et à l'inverse du système humain qui est ultra vertical. Donc déjà on a une vraie conclusion thématique par rapport au concept de Bong Joon-ho et politique. Mais aussi, surtout, on a aussi une conclusion qui est psychologique par rapport au personnage de Mickey 17. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment ce conflit intérieur qu'il y a entre ces deux personnages qui ne peuvent amener qu'à la mort de l'un des deux à un moment. Et à un moment, justement, ils se rappellent tous les deux de ce souvenir qu'ils ont avec la mère. Et c'est Mickey 18 qui va lui rappeler, mais rappelle-toi que, outre le fait que c'est toi qui appuies sur le bouton, ta mère elle conduisait super mal aussi. Maman elle conduisait mal. Et donc, juste à travers ça, et du coup à travers l'union de l'exemple qu'ils ont eu. Il y avait un défaut dans le véhicule. Oui, non, c'était pas ça. Oui, c'est qu'au final, elle dit non, c'est pas de notre faute à nous. C'est de la faute de du fabricant. Pardon, oui. C'est de la faute de l'industrie. Et ça rajoute encore plus, justement, le fait que ce à l'industrie et de la fabrication en Chine qui peut aussi. Attention. C'est vrai, désolé, c'est moi qui ai mal écouté. Et je termine juste là-dessus. Mais justement, on a un vrai rapport que je trouve super beau là. C'est qu'on va faire le lien entre un conflit psychologique intime d'un personnage et comment la résolution de ce conflit a une portée politique. C'est-à-dire que justement, c'est dans l'union de ces personnalités qui sont internes et de ces différents points de vue qu'il a par rapport à sa vie qu'il arrive à s'unir, qu'il arrive justement à avancer, à se rebeller et à amener une nouvelle direction et à changer le monde. Ouais, et c'est aussi le point de vue même de... C'est le rêve de cette... mince. Le rêve de cette espèce, tu veux dire le rêve... Attends, on va juste couper. Le rêve de ce groupe qui va... Comment intituler ce groupe les humains des aliens ou des humains? Non, des humains. C'est aussi le rêve... Colonie. Oui, voilà. C'est aussi le rêve de ces nouveaux colonisateurs qui a été branlé et qui est un peu mis à terre et qui il retourne un peu à la réalité, en tout cas, on va dire, dans le bien, dans le bon. Dans le fait où ce qui s'annule également, c'est ce désir de l'augmenter. Où finalement, on te dit, t'as des défauts, t'es un peu défaillant, t'es pas parfait, etc. Et on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller vers un super humain qui va... Je sais, je trouve ça intéressant justement dans le film qu'il va traiter... Parce que c'est leur but aussi. Il y a une créature artificielle, mais elle n'est pas déifiée justement, elle est très mise plus bactère, contrairement à d'autres. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour terminer, moi je vais faire un petit retour en arrière sur le point du trauma
chez le personnage Ouais. de Robert Pattinson, et toute la question dont tu l'as parlé, donc cette culpabilité autour de sa mère, et de faire le choix de faire un métier où tu vas du coup mourir en boucle, comme peut-être une sorte de punition. Enfin bref, C'est ce qu'il y a tout le temps, c'est une pour sa punition. pénitence, parce Exactement. qu'il a fauté. Exactement. Et moi, je trouve qu'il y a une trouvaille scénaristique assez intelligente dans le film qui fait écho à ça. C'est en fait la récurrence de la question qui lui est posée, ça fait quoi de mourir ? Ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant comment cette question, à chaque fois, quand elle est posée, elle est à côté de la plaque. Mhm. À chaque fois qu'elle est posée par un personnage, que ça peut être un personnage plutôt antagoniste, ambigu, ou même plutôt dans son camp protagoniste, elle est toujours à côté de la plaque parce qu'on se concentre toujours, soit d'une certaine manière sur ce que c'est scientifiquement, on ne s'intéresse pas vraiment à lui, on s'intéresse à l'objet de divertissement, à l'objet de comment dire, oui, presque tout du simplement ressenti. d'expérimentation, divertissement, du ressenti, et on s'intéresse jamais en fait finalement. D'ailleurs, le personnage de Robert Pattinson ne répond jamais Non. de manière claire et limpide à la question. Il dit jamais ça fait ceci, ça fait cela. Il répond jamais même. Hein À la je fin- crois qu'il répond peut-être jamais, mais à je la veux fin, il dire. dit juste que ça fait mal à chaque fois. Bah ouais, mais c'est. Bah, Et- c'est à la et fin. en fait, c'est quand c'est il la seule écrit fois où le- il est plus ou moins honnête, parce qu'en fait, on s'intéresse, chaque fois qu'on lui pose la question, on s'intéresse jamais à vraiment ce que c'est en fait lui, la douleur qu'il vit à chaque fois, c'est la solitude, sa peur et son traumatisme. C'est toujours ça en fait, ce qui est question avec lui dans ces moments-là, et on ne va jamais lui poser la question pour savoir ça. Que ça soit que ça soit posé par des antagonistes qui sont là, voilà, comme je l'ai dit, juste pour le voir d'un œil de divertissement, Ouais. ou même par des protagonistes qui sont plutôt là à lui poser la question pour se rassurer vis-à-vis de qu'est-ce que ça peut être la mort, moi, quand je vais anticiper Bah ce ouais. que ça peut potentiellement être la mort quand moi ça va m'arriver, tu vois. Il y a jamais, même si c'est dit avec un peu plus d'empathie, c'est toujours un petit peu à côté de la plaque, et je trouve que c'est génial parce que ça montre la déconnexion. La Total. déconnexion entre deux classes, je pense qu'on peut employer ce mot-là, et je trouve que vraiment c'était une trouvaille scénaristique assez intéressante. Je sais pas, donc vu que c'est adapté d'un livre, certainement que ça revient du livre, hein. Mais je trouve que c'est toujours intéressant avec Bong Joon-ho parce qu'il arrive toujours à avoir ces éléments-là qui font que, bon, même si le film peut être un petit peu en dessous, c'est quand même super bien fait, c'est quand même Bah, je trouve que oui. bien narré, et quand même, généralement bien narré dans l'ensemble, et bien mis en image. Tu Oui, manges il gras, aurait mais pu en en- bonne quantité. Il aurait pu élaborer plus Ouais. un petit peu mieux sur plein de Mais tu points. vois, Mais en même temps, il y a un truc qui aussi qui me revient, c'est dans cette espèce, tu vois, vraiment aussi de comment il est toujours objectifié, comment il est Oui. toujours maltraité, ce personnage-là. tu peux Moi, nous parler de l'exemple avec la fille. Bah voilà, exactement. C'est comment est-ce qu'il est toujours ramené à son aspect de matière, de produit et d'objet. Et c'est qu'il y a un endroit, un moment dans le film que je trouve super et qui va pas très loin, justement. C'est il y a un moment où les deux Mickey se mettent d'accord pour dire que si on n'a pas envie de mourir, viens, on interchangera tous les deux. Et maintenant, ce sera toi et moi. Et du coup, il y a la copine du coup originelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nasha. Nasha, exactement, qui du coup comprend qu'il y a qu'il y a les deux, qu'il y a les deux. Plutôt Et contente. elle est plutôt contente, elle est plutôt en mode wow, let's go. Déjà on s'envoyait en l'air déjà avec un, alors là je vais en avoir deux pour moi, en plus elle est défoncée. Du coup, il y a un côté un peu marrant au début quand on voit cette scène, tu vois. Et puis d'un côté, il y a le Mickey 17 originel qui va avoir tout d'un coup un petit flirt imprévu avec une autre des filles, très jolie d'ailleurs, tout à fait aussi, évidemment. Et une autre fille va essayer de l'embrasser. Qui est jouée par Anna Maria Vartolomei, ou j'ai rêvé? Je crois, ouais. Oh, c'était elle. Oui, c'est elle. J'ai vu une interview, je crois, récemment. Ouais, parler de ça. Et Anna, je t'aime. Si je me trompe Mais pas. en je tout vois cas, qui c'est, en fait, et c'est bon. il y a une scène qui va arriver juste après que je trouve super intéressante. C'est que Anna Vartolomei, elle va rentrer, elle va comprendre qu'il y a des multiples, et les multiples sont interdits, et du coup, Va en résulter une discussion avec Nasha. va en résulter une discussion avec Nasha, Elle veut les dénoncer. où elle veut les dénoncer. Et une discussion justement qui arrive là, que je trouve super intéressante, c'est que tout d'un coup, elles vont faire quoi? Elles vont commencer à se mettre d'accord, à marchander sur, ok, on va pas le dénoncer, mais alors toi tu prends le 17, moi je prends le 18. Et là, il y a un moment qui est super cool, c'est que d'un seul coup, les deux personnages se mettent à faire exactement comme le fait l'industrie, et totalement aliénée. C'est-à-dire qu'elle va vraiment Exploiter les corps. exploiter les corps, tout à fait. Exploiter les corps, les exploiter sexuellement sans avoir à aucun moment le consentement de l'un ou l'autre des Mickey. Mais les prennent pour des marchandises, on va se les marchander, on va se les vendre. Donc là, d'un seul coup, moi j'arrive devant ce moment-là dans le film, je me dis waouh, c'est super intéressant. Même elle qui les aime, sa copine depuis le début, on n'a aucun doute sur le fait qu'elle l'aime, et tout. Mais même elle, la première logique qui leur vient tout, c'est On à va quel point c'est fait partie de la façon de vivre, de la constitution, de notre façon de réfléchir,
que elle-même elle va le marchander, elle va le prendre pour un objet. Et là je me dis c'est ouf. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'après ça on n'en parlera plus jamais et que le personnage d'Anna Parce que va c'est vers la fin, donc ben, c'est vers le dernier c'est acte, pas- donc on en c'est parle pas plus. du tout vers la fin, c'est au milieu. C'est avant qu'on rentre dans le dernier acte. Je dirais que c'est au pas- milieu. C'est pas juste sympa. avant que. Bon, on peut y aller de toute façon. Qu'il y en a un des deux qui prenne une arme et qui. Voilà. C'est juste avant que C'est ça plus- C'est déclenche. avant qu'on rentre dans le C'est dernier plutôt au acte. milieu, moi. Mais oui, c'est plutôt au milieu. hein. Ah c'est bah, plutôt au milieu. C'est plutôt au milieu, mais quand C'est même. plutôt au milieu, mais parce qu'après on rentre dans il y a l'arc pas de la ouais, fin. mais après, il n'y a pas. Bah voilà, donc c'est juste avant. En fait, Oui, ça rejoint mais- le truc que Maxime disait. C'est aussi, le fait exactement qu'il y a ce qu'on est en deux train de dire. parts. Oui, non, mais je sais, mais c'est pour ça qu'on n'a pas le reste après. Mais oui, Ouais, mais c'est dommage parce qu'après du coup, j'adore. parce qu'après on rentre dans un arc qui est ultra prévu, qui est je trouve ultra attendu, l'arc de la fin avec la guerre, avec les aliens et tout, qui reste assez cool, mais je trouve ultra attendu, où on voit où ça va, on voit ce qui va se passer, on est en mode bon, allez, faites votre action, elle est bien faite, admettons, mais quand même très très en dessous du reste de l'action. Et puis à la fin, on voit Anna Maria qui sort avec une autre meuf et tout, et c'est, je trouve, ultra dommage parce que là il y avait une thématique qui me paraissait que j'aurais jamais prévu, qui est incroyable. Mais c'est à l'image de beaucoup de faiblesses narratives du film, Ouais. malheureusement, qui se répètent. Même la question. Enfin, moi, ça me permet de lister vraiment des faiblesses narratives scénaristiques qui me dérangent parce qu'il y a quand même la question de l'imprimante. Ouais. Objet de science-fiction assez important quand même. Qui Qui est jamais vraiment. Je crois pas qu'elle soit beaucoup plus élaborée que ça thématiquement. Quand on compare par exemple avec un After Carbone, c'est ça, c'est Alter Carbone. Altered Carbon. Pardon, Sur Alter Netflix Carbone. Oui, c'est ça par exemple. Je l'ai pas vu. Qui parle que de ça par exemple, ou pas Bah, là, exactement. Ouais. Mais, C'est carrément une modification du corps de la personne. Là, c'est- c'est ça va justement une hyper loin. enveloppe et Ce que une je veux âme. dire, il y a mais tout un effectivement, truc. je trouve pas que ça nourrisse vraiment Là, beaucoup c'est le une discours. imprimante 3D en fait qui Oui, se nourrit de la matière exactement, il y a- première du corps. Et effectivement, il y a- qui la Les reproduit. ordures. Il y a- en fait, il y a la question matérielle de science-fiction, mais il n'y a pas vraiment la question thématique qui est abordée, qui va vraiment nourrir le récit ou Mais je quoi. pense que Même je trouve que, même quand on explique le concept un peu après le début du film de ce que c'est que la multiplication et tout, bon, on a quand même dit plein de choses sur ce que ça peut représenter, mais je trouve que c'est jamais vraiment très très établi dans le mais film. moi, ça m'a Qu'est-ce pas que- dérangé, tu vois, parce que est-ce D'accord. qu'on en a besoin aujourd'hui, en fait, étant donné qu'on. Non, mais j'aurais on sait bien ce aimé que c'est ça m'en qu'une dise plus sur le enfin, sujet du film. Tu vois, Tu veux dire un sur son impact dans l'univers. exactement. Puis même sur le discours politique que ça peut avoir. Bah ouais. Au-delà de la première lecture qui est que bah oui du coup tout le monde est remplaçable et tout, au-delà de cette première lecture qui est intéressante, j'aurais aimé que ça peut-être il y ait eu un discours supplémentaire là-dessus qui puisse aller un peu plus loin. Donc il y avait ce problème donc du coup de cette impression de cette machine importante qui se retrouve aussi dans la création du traducteur à la fin qui là bon bah écoute, il y avait ça depuis le début en fait. Création. Ouais, parce qu'ils l'ont vraiment créé en quoi Ils sont arrivés, en une heure On quoi. vient de développer ça, c'est un nouveau marketing, mais ça devrait marcher. Allez, prenez-le, appuyez là-dessus, vous communiquerez avec des aliens. Ouais. Et donc j'irais même jusqu'à dire bon, on a parlé des aliens et Maxime on a très très bien parlé sur l'aspect communicatif et l'aspect groupe qui est vraiment en fait plus intéressant que je ne pensais sur les aliens parce que je les trouvais peut-être un peu bêtement gentils. Oui, je suis d'accord, mais Et il reste sont peut-être un petit peu. On aurait pu globalement avoir bêtement cette interprétation que j'ai manchés, donnée et, en étant un petit peu moins gentil. Et voilà. Et sinon, je trouve aussi qu'il a toujours des bonnes petites trouvailles pour mêler scénario et mise en scène, Bong Joon-ho. Parce que quand même, ce petit truc où j'aime pas trop le personnage de Mark Ruffalo et j'aime pas Mark Ruffalo en général, mais ce petit truc où il va prendre la corde là, du bébé qui va mourir dans la lave et qui la fait prendre, il lui fait mort à Nasha pour qu'elle ferme sa gueule. Je fais, c'est putain, horrible. c'est Non, mais horrible, c'est mais génial, qu'est-ce je que c'est bien trouvé. Pour ça, il y a c'est- des scènes qui sont Il y excellentes. a, il y a Ouais. vraiment des trouvailles de mise en scène et de scénario qui sont géniales. Mais je pense qu'on a globalement maintenant fait quand même le tour autour du film et Oui, il y a globalement. plus de choses à dire qu'on ne le pensait finalement. Mais Oui. finalement, Est-ce que quelqu'un veut finir avec quelque chose? Un tout dernier point? moi j'étais juste plutôt content que c'est son dernier film du coup de son cycle américain et que maintenant il a prévu de refaire des films en Corée. Comment ça, c'est son dernier film? Il va pas. C'est du plus coup, du il tout. en a Il en fait fait plus avec si, les si, Américains. il en refera ça certainement, mais pour Ok. l'instant il avait des contrats et puis il avait promis et puis il y avait des engagements Ok, qu'il allait d'accord. faire ça à son cycle et là maintenant il disait qu'il arrivait, qu'il avait envie de retourner en Corée, faire d'autres Tu m'étonnes. faire d'autres Ouais, films coréens. bah, tant mieux. Et moi je suis plutôt optimiste par rapport à ça parce qu'en effet bon après ça reste un très bon film et tout, mais j'avoue que bon vas-y bonjour au sort un film, j'ai bien envie de me prendre une petite claque. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous proposera par la suite et on restera toujours là. Et Bah Robert, ouais. on t'aime. Pardon. Ouais. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit autour de ce film. C'est super. On en a dit plus que je ne le pensais. Tout le monde est finalement, je pense qu'on a peut-être revu le film à la hausse Ouais. après en avoir discuté. Oui. Et moi vraiment, Un ça me petit fait peu, plaisir oui. parce que Moi, ce je film mets, est quand je même mets un un peu petit plus point riche de plus. Et ce qui est bien, on s'est pas trop concentré sur le côté trop lourd dans l'humour et tout. On a réussi à trouver d'autres choses. Mais voilà, on va en terminer là.
Merci beaucoup, messieurs, dames. Olivier, du coup, est parti entre-temps parce qu'il n'a pas vu Mickey 17. Mais je pense qu'il le verra. Qu'il travaille. Jamais. On le convaincra sur le fait que le film est quand même assez intéressant, on peut quand même aller le regarder. C'est du bon jumbo. C'est pas parfait, mais ça vaut le coup. C'est dans le haut du panier de toutes les blockbusters science-fiction récents. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. Et on se retrouve le mois prochain. Ouais, on va voir quoi. Bisous. Pour quel film? Je sais pas. Moi, je veux qu'on aille voir In the Lost Land. Ben, on va décider. Ah, mais non. Je rigole. Il est sorti Mais- il y a 3000 ans. La discussion restera privée, je suis désolé. Non. Gros bisous à vous. Ciao. Gros bisous. On Bisous, vous bye. aime. Nique le capitalisme. Putain, il peut pas s'empêcher, hein.